Écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis personnellement ravi de venir ici, en tout cas pour parler d'informatique et d'histoire, puisque j'ai souvenir d'avoir traîné pas mal au Palais des Découvertes pendant mon adolescence, et il y avait à l'époque une salle informatique, donc c'était clairement quelque chose qui intéressait les gens, et je suis ravi de savoir qu'il y a une future salle de numérique qui va ouvrir, je crois, dans quelques mois, et je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. Pierre et moi, on vient vous parler un peu d'histoire du numérique avec un livre que nous avons écrit qui a pour origine quelques idées. On aimerait aller un peu à l'encontre de quelques idées classiques sur l'informatique. Entre autres, l'informatique, c'est nouveau. L'informatique, c'est tout le temps la révolution. Alors, il y a une révolution à peu près tous les 6 mois en informatique, si on écoute soit des médias, soit des commerciaux. Et l'idée était un peu de montrer que, certes, il y a des ruptures, certes, il y a des innovations qui sont développées, puis adoptées à peu près instantanément, mais qu'il y a aussi des innovations qui attendent un public, qui peuvent attendre 10, 15, 20 ans avant d'arriver. Et on a l'impression qu'il y a des choses complètement nouvelles tout le temps, mais qui en fait ont une histoire. Et il y a aussi des innovations qui sont adoptées, qui mettent un certain temps à être adoptées et qui vont être utilisées pendant très longtemps, malgré l'arrivée de technologies concurrentes, par exemple. D'autres innovations vont rester, vont continuer à être utilisées. Ça, c'était une des premières raisons. Une deuxième raison, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes cours, puisque j'enseigne l'informatique à des étudiants qui ont à peu près une vingtaine d'années. Et pour eux, l'informatique, ça a toujours existé. C'est clair que de tout temps, l'homme avait un ordinateur. Alors, c'est pas représenté dans les grottes de Lascaux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un peu l'idée qu'ils ont. Ils ont toujours vécu avec des ordinateurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et il y a pas mal de citations là-dessus. Quand vous arrivez au monde, tout ce qui était là avant, c'est naturel, ça a toujours été là. Tout ce qui est développé entre vos 20 et 35 ans, c'est extrêmement excitant et on veut y participer. Et tout ce qui est fait après l'âge de 35-40 ans, ça sert à rien, c'est compliqué, ça ne marchera jamais. Bon, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai un peu plus que 35 ans maintenant. Et effectivement, il y a plein de choses que mes étudiants utilisent, et je suis sûr que c'est totalement inutile et que ça sert strictement à rien. Je ne vois pas pourquoi ils sont dessus, mais probablement que je suis trop vieux pour ça. Et j'avais un petit peu envie dans les cours de leur expliquer que d'abord l'informatique n'était pas tout le temps là, évidemment, que ça a une histoire, et que surtout, si on a des ordinateurs maintenant, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes de science, des ingénieurs, qui ont développé tout ça à une époque. Et l'idée de leur faire prendre conscience aussi de tout ce qu'ils peuvent faire, eux, ça sera aussi pour des générations futures. Essayer d'inscrire un petit peu ce qu'on leur apprend dans une continuité de la construction humaine, leur montrer qu'est-ce que c'était avant. Alors, des livres d'histoire de l'informatique, je pense que Pierre en a un peu plus que moi, il y en a plein. Un livre illustré, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, peut-être pour des questions aussi de complexité légale d'avoir des illustrations, mais indépendamment, je tenais beaucoup, et Pierre aussi, à avoir un livre illustré, entre autres parce que l'informatique a beaucoup changé. Si vous prenez une photo des premiers avions, je pense que tout le monde reconnaît que c'est un avion. Les premières voitures, ça ressemble à une voiture. Vous prenez un ordinateur, les premiers ordinateurs, je ne suis pas sûr que mes étudiants seraient capables de dire que c'est un ordinateur. Ça ne ressemble pas vraiment à un iPhone ou à un portable, mais c'est quand même un ordinateur. Et donc l'idée de l'illustration était un peu de montrer ce côté design et cette évolution du design. De mon côté, j'ai consacré ma thèse de doctorat à l'histoire de l'informatique en France, puis mes travaux de chercheur. Et ça m'a conduit pour ce faire à consulter des volumes importants d'archives et à interviewer une bonne centaine de pionniers de l'informatique, dont certains avaient commencé dans le radar dans les années 30 en France. Certains de ces pionniers m'ont confié des archives personnelles et en particulier des photos dont j'ai accumulé des dossiers entiers et dont beaucoup étaient d'abord très originales, inédites, mais aussi pouvaient constituer des documents très révélateurs, très instructifs. Certaines étaient extraordinairement belles, esthétiques,
en tout cas d'un point de vue d'esthétique industrielle. Certaines étaient drôles aussi. Et donc j'avais envie de faire quelque chose avec ce fond iconographique. D'autre part, en travaillant sur l'histoire de l'informatique en France, je voulais œuvrer dans une perspective de comparaison internationale. Et ça m'a conduit à lire à peu près tout ce qui a été publié de bon en histoire de l'informatique depuis une quarantaine d'années que cette discipline a commencé à émerger. Donc, on a commencé à écrire des livres d'histoire de l'informatique et à faire des colloques d'histoire de l'informatique quand les pionniers de l'ordinateur sont arrivés à l'âge de la retraite à partir du milieu des années 70. Étant à la tête de cette sorte de patrimoine, j'ai eu de plus en plus le désir de partager ces trésors avec un public plus large que celui des lecteurs des revues d'histoire ou des journaux d'informatique. Et mon projet a été de faire un livre qui soit à la fois, grâce aux photos, un musée portatif de l'informatique, ce qui est un peu l'idée de base de ce livre, et d'apporter dans les textes, entre les photos, une synthèse de ce qu'il y a de meilleur dans les analyses historiques de ce grand phénomène de civilisation qu'est l'informatique depuis plus de 50 ans. Et la rencontre d'Emmanuel Lazare a été l'occasion idéale de réaliser ce projet, puisqu'il en avait un parallèle. Au départ, on pensait faire un livre de 50 pages, 60 pages, une petite initiation. Et puis, naturellement, comme toujours, on a eu envie d'en faire plus, d'offrir plus. Et on a eu la chance de rencontrer d'abord un excellent éditeur, EDP Sciences, qui a tout de suite compris le projet et qui en a fait un bel objet, un bel ouvrage. Et d'autre part, on a rencontré un grand savant informaticien, Gérard Berry, qui a accepté d'écrire la préface de ce livre avec la vigueur qui le caractérise. On peut donc embrayer. On va présenter cet exposé en 3 parties. Une première partie, on essaiera plutôt de mettre l'accent sur les phénomènes de longue durée qui justifient que ce livre embrasse l'histoire de l'informatique depuis 4000 ans avant l'invention du mot informatique et de la chose. Et une deuxième partie où on mettra plus l'accent sur les innovations et les processus d'innovation. Et une troisième partie où on se dira, étant donné ces innovations qui ont caractérisé l'informatique depuis le milieu du XXe siècle, quelles en ont été les conséquences, les effets socio-économiques, politiques, etc. Mais donc, puisqu'on remonte presque au déluge, commençons par les débuts, qui sont le début de notre livre. Ceux d'entre vous qui sont intéressés à l'archéologie ont peut-être lu un livre qui s'appelle « L'histoire commence à Sumer ». Alors, tout ne commence peut-être pas à Sumer, mais on peut vraiment dire que l'histoire commence à Sumer, puisque c'est dans ce pays de Mésopotamie qu'un peuple assez mystérieux, qui parlait une langue totalement disparue, a été le premier à inventer l'écriture, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, suivi à quelques siècles près par les Égyptiens et nettement plus tard par les peuples de l'Inde et de la Chine. Or, les premières écritures qu'on a trouvées sur des tablettes cunéiformes sont des écritures de calcul et de comptabilité. Donc, elles ne portent pas du tout sur des matières nobles, la littérature, la religion, les dogmes, les croyances, la politique, les lois, mais les toutes premières écritures qu'on trouve portent sur ce qu'on peut appeler en général du traitement de l'information. Des listes d'employés ou de soldats et des calculs de la comptabilité qui permettaient de payer ces employés et ces soldats, des comptes qui permettaient à des souverains et à leurs scribes de connaître les ressources de leur royaume, y compris en population, des recensements. Et puis, on est dans les premières civilisations urbaines avec une division du travail, donc entre des cases de scribes, de prêtres, d'employés du roi, de militaires, de paysans et de commerçants. Il y a les besoins du commerce qui, dès cette époque, de plus en plus nécessitent de la tenue de compte. Donc voilà les tout débuts de l'écriture et les tout débuts du traitement de l'information.
Alors, je passe très vite ensuite, parce que là, on est dans les millénaires. Le calcul, les techniques de calcul des Mésopotamiens s'étendent assez rapidement à une sorte de comptabilité extrêmement scrupuleuse des positions des astres dans les cieux. C'est une astronomie de position tenue, si on peut dire, par des comptables, par des prêtres, qui avaient un besoin important, un besoin pressant de savoir à quel moment tel astre était à tel endroit dans le ciel. Donc on a des tables qui ont été tenues pendant des siècles et des millénaires dans cette région du monde, la Mésopotamie, essentiellement pour deux raisons. Et ça se retrouve dans d'autres civilisations, mais c'est vraiment en Mésopotamie qu'on trouve ça en premier. Premièrement, en l'absence de calendrier élaboré et normé, c'était en fonction des positions des astres qu'on pouvait décider du temps des moissons, du temps des récoltes et d'un certain nombre d'événements à accomplir. Et c'était aussi en fonction de la position de certains astres considérés comme les matérialisations visibles des dieux qu'on devait organiser des cérémonies religieuses. Et les cérémonies religieuses, notamment quand, un peu plus tard, à Ninive, le roi assyrien offrait des sacrifices à Astarté, à Ishtar, c'est ce qui permettait à l'ordre du monde, à l'harmonie du cosmos, de se maintenir. Donc, ces cérémonies religieuses et les calculs astronomiques qui leur étaient liés avaient une signification directement pratique. On n'est pas dans la métaphysique, on est dans le maintien de l'ordre du monde. Les récoltes et le maintien de l'équilibre du cosmos sur une terre plate avec des couches de cieux au-dessus. Dans le grand pays civilisé voisin, l'Égypte, on trouve à peu près les mêmes phénomènes et en plus un accent important mis sur le développement de la géométrie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la mesure de la terre, parce que, comme vous le savez, pour la plupart, après chaque crue du Nil, il fallait reformer les parcelles agraires, il fallait refaire les limites des champs, donc ça passait par le calcul, ça passait par de la géométrie. D'autre part, la géométrie a été assez vite utilisée en Égypte pour les architectes qui concevaient ces immenses monuments, ces temples, après l'époque des pyramides, que nous admirons tous. Et donc là, vous avez déjà accumulé depuis le 4e millénaire avant notre ère, donc depuis 6000 ans, des corpus de savoir arithmétiques, astronomiques et géométriques assez importants, mais presque toujours dans des perspectives pratiques. Une grande spécialiste de l'histoire de ces civilisations, Clarisse Ehrenschmidt, a écrit que pour un Mésopotamien du 2e millénaire avant Jésus-Christ, le chiffre 3 ne signifie rien. C'est toujours 3 quelque chose. 3 grains de blé, 300 soldats, 3 unités monétaires, enfin pas d'unités monétaires, 3 unités de poids, parce que dans le même temps on développait aussi les poids et mesures. Voilà pour l'introduction de longue durée. Et ce sont des phénomènes de demande de traitement d'information et de calcul et de réponse par des inventions techniques qu'on va trouver tout au long de cette histoire. Alors l'histoire, elle continue. On a fait un très vague découpage historique, juste pour donner quelques repères. J'aime bien dire que depuis donc l'Antiquité, depuis les Sumériens jusqu'à peu près le XVIIe siècle, donc on fait du calcul, mais on le fait avec des outils. Le calcul est quand même fait par l'homme. Il y a un premier changement donc, au XVIIe siècle, quand on va avoir des machines à calculer, et là, on va avoir effectivement des machines qui vont faire elles-mêmes du calcul, ce qui est quelque chose qui n'existe pas directement avant. Et puis, au XXe siècle, ce qu'on appelle maintenant l'informatique, c'est l'automatisation de ces calculs. Bon, j'ai simplement élargi la dernière partie pour montrer quelques étapes de l'informatique, à peu près sur des périodes d'une quinzaine, vingtaine d'années, et on pourra y revenir après un peu plus en détail. C'est le découpage, les quelques repères historiques qu'on peut donner. Alors, 2 beaux ordinateurs antiques, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des ordinateurs, ce ne sont pas des machines, ce sont des instruments de calcul ou de traitement de l'information. Alors,
ici, vous reconnaissez une tablette sumérienne. Elle n'est plus sumérienne, en fait. C'est une tablette mésopotamienne faite par des peuples qui ont succédé aux Sumériens, qui parlaient des langues sémitiques. C'est une tablette assyrienne, enfin, mésopotamienne, qui représente des travaux, des réflexions sur les angles droits, si j'ai bonne mémoire. Elle date d'à peu près 1800 avant Jésus-Christ et avant notre ère, et donc elle montre que les Sumériens avaient aussi des réflexions sur la géométrie, sur des problèmes de géométrie pratique, les angles droits étant évidemment bien utiles pour notamment en architecture et dans d'autres domaines. Et puis si on avance dans le temps, on trouve ce qui n'est pas une machine, mais ce qui est un outil de calcul, où les grandeurs sont représentées par des jetons ou des petites boules circulant qu'on peut déplacer sur des tiges. C'est le boulier, qui a été développé à peu près dans toutes les civilisations, mais qui restait particulièrement en usage en Chine et au Japon, et ainsi qu'en Russie, où il est parfois encore utilisé. Et je crois que le boulier était couramment en usage dans les écoles en Occident encore au XIXe siècle, et a été interdit d'usage en France dans les écoles vers 1900 pour obliger les élèves à faire du calcul mental, donc à réintégrer les processus de calcul. Et donc, au début du XXe siècle, à l'époque où on interdisait le boulier, des pêcheurs grecs ont découvert une épave au large de l'île d'Anticythère, et on y a surtout trouvé des statues, des objets d'art qui étaient exportés par les Grecs vers Rome. Mais plus tard, on a trouvé dans une gangue de sédiments des restes d'une machine en bronze qui a été et qui est toujours un véritable choc pour les historiens des techniques et pour les historiens de la Grèce, car c'est une machine assez complexe qui comporte plusieurs dizaines d'engrenages et qui, après étude, s'est révélée être une machine à calculer, notamment pour déterminer un certain nombre de cycles astronomiques. C'est une machine qu'on a datée de 90 ou 80 avant Jésus-Christ, tout simplement parce que les pièces de monnaie les plus récentes qu'on a trouvées dans l'épave du bateau datent de cette époque. Et c'est vraiment une stupéfaction de découvrir qu'à cette époque, il y a 2100 ans, des artisans grecs, enfin des artisans de l'ancien monde de culture grecque, étaient capables de faire une machine à engrenages qu'on croyait n'exister que depuis la fin du Moyen-Âge. Donc il y a à peu près 1500 ans de décalage dans la datation des techniques. C'est une machine qui pose des problèmes encore maintenant aux historiens des techniques, parce qu'on ne comprend pas comment il peut y avoir une seule machine. En fait, on a des traces de 2 ou 3 machines similaires, mais c'est très difficile à imaginer pour des historiens qu'on ait construit 1 ou 3 machines comme ça sans qu'il y en ait des centaines. Ou alors, est-ce que ça peut être assimilé à un exploit, ça c'est ma théorie personnelle, est-ce que ça peut être assimilé à un exploit technique pour montrer ce qu'on est capable de faire, mais sans lendemain, un peu comme a été pour les Américains des années 60 l'envoi d'astronautes sur la Lune. On montre ce qu'on sait faire, on accomplit un exploit, et puis après, c'est bon. On replonge dans le monde normal. Cette machine avait une utilité pratique, en tout cas, ce n'était pas juste pour faire un exploit technique. Donc, il s'agissait de pouvoir calculer à l'avance des calendriers sur des dizaines d'années et des siècles. Et un des aspects pratiques, c'était de pouvoir prévoir les dates des jeux civiques. On connaît tous les Jeux olympiques, mais chaque grande cité grecque avait ses jeux, qui étaient des jeux civiques et sacrés à la fois. Et cette machine permettait de calculer les jeux pour toutes les cités, puisqu'ils étaient fonction du calendrier astronomique. Donc c'est une machine qui innove extraordinairement, donc il y a 21 siècles, sur le plan technique, mais qui ne fait que matérialiser 3 millénaires d'accumulation de savoir astronomique,
et j'ajouterais 4 siècles ou 5 siècles de recherche astronomique et de recherche mathématique par les pythagoriciens, qui sont une spécificité de la civilisation grecque. Alors juste pour illustrer, hein, à gauche, c'est un fragment corrodé par 2000 ans d'eau de mer, donc récupéré dans l'épave et maintenant dans un musée grec. Et à droite, c'est une reproduction imaginée de ce qu'on pense être la machine, avec la position de tous les engrenages, toutes les manivelles, tous les cadrans. Évidemment, il n'y a aucune trace directe de la machine, seulement, je crois, 80 fragments, les plus grands faisant une dizaine de centimètres, les plus petits, quelques millimètres, qui ont été récupérés. Mais je crois qu'on est toujours en train de découvrir des choses, puisque l'analyse de ces fragments est quand même extrêmement compliquée. Ça a permis, en fait, l'envie d'analyser ces fragments a permis de développer des techniques de tomographie à rayons X, etc., puisqu'on ne savait même pas comment faire pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans, et c'est extrêmement récent. Voilà. En fait, on y a trouvé non seulement des engrenages dont on ne soupçonnait pas l'existence à cette époque, mais de nombreuses écritures. Les cadrans, un certain nombre des plus grandes roues sont gravées, et il y a des caractères qui permettent de bien confirmer qu'il s'agit d'un objet astronomique, d'un objet à usage astronomique. Si on passe à l'époque suivante, je prendrai l'image de gauche et je te confierai celle de droite. Vous avez tous en tête les chiffres romains, les bâtons, les V, les X. Il est impossible de faire un calcul avec les chiffres romains. Les chiffres romains servaient à compter, mais on ne pouvait pas calculer avec. Et donc les Romains ont été, et les Grecs avaient un système de numération un peu différent, mais enfin, qui ne facilitait pas le calcul, qui était beaucoup moins favorable au calcul que les systèmes des Mésopotamiens, par exemple, le système de numération en base 60, ils avaient des signes pour les chiffres qui permettaient à peu près de calculer. Les Romains avaient un système de représentation graphique des chiffres qui permettait de compter, mais pour calculer, ils ont été obligés de recourir à des jetons sur des tables, dont le principe est le même que celui du boulier. Et donc c'est ce qu'on a appelé l'abacus, qui a donné son nom à l'abaque, qui est un outil un petit peu différent à l'époque moderne. Mais les Romains, et après eux, les gens d'Occident au Moyen-Âge, ont continué à utiliser ces tables à jetons pour faire de la comptabilité, pour faire tout ce que faisaient les Mésopotamiens 3000 ans avant eux. Et ces tables ressemblaient à des échiquiers. Cette table-là n'a que des lignes, mais beaucoup de tables qu'on a conservées ont des lignes et des colonnes. Ça ressemblait à un échiquier, et c'est de là, vous le savez peut-être, que vient le nom du comptable en chef du royaume britannique, le chancelier de l'échiquier. Ça vient de là. Cependant, si les gens du Moyen-Âge utilisaient largement des techniques qui existaient déjà depuis l'Empire romain, le Moyen-Âge est aussi une grande époque d'innovation. Entre autres, l'adoption des chiffres indo-arabes, dont on voit une représentation sur la table de gauche. Donc cette image représente une sorte de concours, de comparaison entre deux méthodes de calcul, l'une héritée de l'Empire romain, l'autre qui vient des Indiens. Des savants mathématiciens indiens vers le 5e siècle de notre ère ont inventé une nouvelle méthode de représentation des chiffres. C'est les chiffres que nous utilisons aujourd'hui avec quelques variantes de forme, et le zéro. Et c'est une invention capitale dans l'histoire de l'humanité, c'est l'invention de la numération de position avec le zéro. Ces chiffres ont été, ce système de représentation des chiffres a été adopté par des mathématiciens arabes, notamment ça a fait l'objet d'un traité par un des plus grands mathématiciens de l'histoire qui s'appelait Al-Khwarizmi, qui était, comme son nom l'indique, originaire de la ville de Khorasan. Donc c'était un ouzbek, il faisait partie du vaste empire musulman qui s'était développé au IXe siècle de notre ère. Et Al-Khwarizmi, comme vous le savez, a laissé son nom au mot algorithme, qui est devenu, depuis quelques années, symbole d'informatique. Mais on utilisait des algorithmes longtemps avant M. Al-Khwarizmi, puisqu'on a trouvé des algorithmes sur des tablettes sumériennes, on a trouvé des algorithmes
en Égypte, avec par exemple le papyrus de Rhind, qui explique comment résoudre plusieurs dizaines de problèmes. Et on connaît, quand on fait des études secondaires, on a appris les algorithmes d'Euclide ou d'Ératosthène. Donc, le mot algorithme est utilisable pour des procédés de calcul qui existaient bien longtemps avant Al-Khwarizmi. L'intérêt de cette innovation, donc adoptée par les Arabes dans l'Empire musulman vers l'an 1000 et assez vite adoptée à travers un pape, Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac, qui est allé étudier en Andalousie, à l'époque sous domination musulmane. Gerbert d'Aurillac, Sylvestre II, a introduit ce système de numération en Occident et il a fallu 2 ou 3 siècles pour que ce soit adopté et que ce système de numération indo-arabe remplace l'ancien système de numération des Romains avec son système d'abac qui était moins pratique que d'additionner ou de multiplier comme nous savons le faire à la main. Alors, les techniques de calcul continu, c'est toujours des outils, hein, on n'a pas encore de machine. Bon, on a mis ici donc à droite une règle à calcul, alors pas une de 1630, ça c'est une règle à calcul du XXe siècle, mais c'est toujours l'idée. On a besoin de faire du calcul, on a besoin de faire des calculs de plus en plus compliqués, et on cherche des outils pour essayer d'aller plus vite et de résoudre des problèmes. Et la règle à calcul, c'est un outil que tous les ingénieurs ont utilisé jusque les années 1970 à peu près, quand les machines à calculer électroniques scientifiques vont arriver. J'ai encore chez moi celle de mon père qu'il a utilisée quand il faisait ses travaux d'ingénieur. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été utilisé pendant plus de 300 ans, même à l'époque des ordinateurs, par exemple. On a vraiment cette idée on utilise des choses qui fonctionnent et on continue à les utiliser là-dessus. Alors avant de passer à l'image suivante, là on a parlé d'outils. Et j'ai dit, ce n'est pas des machines. Ce n'était pas des machines. À votre avis, quelle était, à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance, la plus grande machine ou les plus grands types de machines au monde ? Il y avait depuis longtemps des machines, des grues, des machines de guerre, des machines de levage. Quelles étaient les plus grandes machines ou les plus complexes machines ? Pas en taille, mais en complexité. Catapulte, horloge. Pardon ? Appareil d'astronomie. Automate, oui. Pardon ? C'est pas très complexe un moulin à vent. Ça peut être relativement puissant. Elle arrive après. Mais merci de faire un bond en avant. En fait, les 3 plus complexes types de machines à la fin du Moyen-Âge étaient effectivement les horloges. On peut citer les bateaux et j'ajouterais les orgues, les grandes orgues qu'on a commencé à développer à cette époque. Un bateau, c'est une machine à transformer une énergie en une autre, mais avec les orgues et surtout avec les horloges, on a pour la première fois dans l'histoire des machines où pratiquement toute l'énergie est transformée en information, convertie en données, éventuellement en données numériques, l'heure, ou en données non numériques, les positions des planètes, les phases de la Lune, les marées, etc. Et à partir du XIVe siècle, on construit en Europe occidentale des grandes horloges astronomiques qui sont aussi des automates. Monsieur a mentionné, qui sont aussi des automates, parfois des automates jouets, comme dans le cas de l'horloge qui est sur la place Saint-Marc à Venise, où chaque jour à midi, des automates viennent défiler devant le public ébloui. Ou des machines vraiment très complexes comme l'horloge astronomique de Strasbourg qui fournit beaucoup d'informations sur l'univers, ce qu'on appellerait les sciences de l'univers aujourd'hui, en plus de l'heure. J'ai tenu à insérer une page sur le début de l'horlogerie dans notre livre, non seulement parce que les horloges sont les premières grandes machines à traiter l'information, avant les premières machines à calculer,
mais aussi parce que c'est la fabrication des horloges à partir du XIVe siècle qui donne naissance à une nouvelle branche de l'industrie, la mécanique de précision. Et c'est avec les techniques et le substrat industriel ou artisanal de la mécanique de précision que des mathématiciens ou des inventeurs ou des bricoleurs vont, dans les siècles suivants, développer les premières machines à calculer. C'est le cas, par exemple, de la machine de Pascal. Ici, je vais décrire un certain nombre de processus dans la suite de notre exposé, un certain nombre de processus d'innovation. Une caractéristique essentielle d'un processus d'innovation dans quelque domaine que ce soit, c'est qu'une innovation est presque toujours un mariage de techniques qui jusque-là vivaient séparées, qui jusque-là n'avaient pas eu de raison de se rencontrer. Blaise Pascal en donne un exemple caractéristique, puisque sa machine, réalisée entre 1642 et 1645, articule, met ensemble plusieurs choses différentes. C'est une mécanique d'horlogerie. Il a dessiné ce qu'il a appelé d'abord une horloge à calcul. Et il avait une vingtaine d'années. Ce jeune homme a confié la réalisation de cette horloge à calcul à l'horloger du coin, enfin en tout cas un bon horloger du coin. Mais ce mécanisme d'horlogerie incorporait des concepts, jusque-là totalement séparés de la mécanique, qui étaient la numération décimale de position, venue 6 siècles plus tôt du monde indo-arabe d'Asie. Donc, la machine de Pascal marie la mécanique de précision horlogère avec les systèmes de numération qu'on commençait à maîtriser en Occident pour servir à une troisième force, à une troisième technique, qui est la comptabilité, tout simplement parce que Blaise Pascal avait un père qui était receveur des impôts. Receveur des impôts qu'il avait vu passer de longues soirées à la chandelle à corriger ses calculs fastidieux d'impôts, de recettes fiscales, etc. Et tout cela se place dans le contexte d'un État royal en pleine expansion. On est au XVIIe siècle, et on est à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, à l'époque des mousquetaires. Les mousquetaires, pour ceux qui ont lu le roman d'Alexandre Dumas, à quoi est-ce qu'ils passent leur temps quand ils ne se battent pas en duel? À chercher à se faire inviter à dîner, parce qu'ils sont mal payés. Le problème fondamental de la monarchie, à l'époque, et Louis XIV l'a très bien écrit dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, la monarchie a 3 grands problèmes: les finances et les finances. Il faut trouver de l'argent, il faut lever des impôts, en même temps il faut lever des impôts de façon relativement équitable pour éviter les révoltes. Et il y a des révoltes fiscales, donc on doit envoyer la troupe, donc il faut payer la troupe, donc il faut lever des impôts, ce qui suscite de nouvelles révoltes fiscales. Donc il faut sortir de ces contraintes, et l'un des moyens, c'est d'améliorer les techniques de calcul. Alors une autre chose qu'il faut bien voir, c'est que les techniques de calcul, ou dans d'autres domaines, sont rarement uniques. Il y a toujours plusieurs moyens de résoudre un problème. Et là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la machine de Pascal ne va pas devenir un succès industriel. Une dizaine, une quinzaine en ont été construites à l'époque. C'était des curiosités intéressantes, mais elles marchaient, mais pas très bien. Vous pouvez faire l'expérience avec des reproductions de la machine de Pascal qui sont exposées au musée des Arts et Métiers à Paris. Ça grippe assez vite dès que vous voulez additionner 9999 plus 1. Voilà. Les retenues qui se reportent d'une unité à l'autre, d'un rang à l'autre, finissent par gripper la machine. L'obstacle, la limite de ces machines très précoces, c'est une invention géniale, mais
qui ne rencontre pas beaucoup de succès, c'est qu'on a d'autres moyens d'effectuer des calculs. D'abord, les gens ont appris à faire des calculs à la main, avec les chiffres indo-arabes. Et d'autre part, à la même époque, un monsieur qui s'appelle Barème, qui est un des, si j'ose dire, un des experts comptables sous le règne de Louis XIV, monsieur Barème publie des livres où toutes les opérations nécessaires au commerce et à la comptabilité sont faites dans des grands tableaux. Donc c'est pas des livres qu'on lit, c'est des livres qu'on consulte pour trouver la solution ligne, colonne, à une division, une multiplication qu'on veut faire en fonction de la denrée, du prix au kilo, etc. Donc, on peut utiliser la machine de Pascal qui coûte très cher, mais c'est beaucoup plus simple d'acheter le livre de M. Barème et de le consulter pour avoir la solution toute mâchée. Juste une remarque, hein, quelque chose qui va apparaître assez souvent. Il y a d'autres machines à la même époque. Pascal invente sa machine. Il y a une machine à calculer qui a été inventée donc une vingtaine d'années auparavant par M. Chicard. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si elle marchait vraiment. On n'a pas retrouvé d'exemplaire, mais on a retrouvé des lettres où il a décrit assez précisément sa machine. On peut la reconstruire, elle marche, mais il faut peut-être changer une ou deux petites choses qui ne sont pas complètement difficiles à trouver, qui ne sont pas difficiles à comprendre. On ne sait pas s'il a vraiment réussi à la faire fonctionner ou s'il avait des idées, mais finalement il n'a pas réussi. Mais voilà, il a la même idée que Pascal, à peu près en même temps, et c'est quelque chose qui va se retrouver dans toute l'histoire, le côté plusieurs inventeurs qui en même temps ont le même genre d'idées. Je ne dirai rien, il ne nous reste plus que 20 minutes, donc on passe. Alors, peut-être passer... Oui, et donc là, on va aborder, on va faire un saut jusqu'au XIXe siècle. Donc on passe de l'époque des mousquetaires à celle d'Alexandre Dumas, mais pas dans le monde riant et littéraire d'Alexandre Dumas, dans celui des assureurs, des banques, des artilleurs, des administrateurs, monde qui se développe encore beaucoup plus, dont le développement connaît une accélération au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Et c'est un assureur qui a fait fortune à l'époque de Napoléon, qui invente non pas la première machine à calculer, mais la première machine à calculer relativement fiable et qui va être réellement produite à l'échelle industrielle. Il invente cette machine en 1820, mais il n'en fait rien pendant 30 ans. Et puis, ce monsieur, Thomas de Colmar, se réveille à la fin des années 1840 parce qu'il voit d'autres inventeurs qui inventent d'autres machines. Donc, sous l'aiguillon de la concurrence, il se dit « ma machine a un meilleur potentiel que les autres ». Et donc, il reprend des brevets, il améliore sa machine et il la lance en production industrielle vers 1850. Il obtient des médailles dans les expositions universelles, il envoie des exemplaires dédicacés à des souverains, et l'arithmomètre devient le best-seller des machines à calculer à l'époque du Second Empire. Non seulement en France, mais dans le monde entier. On trouve des arithmomètres signés Thomas de Colmar ou Payen, atelier à Paris, dans les observatoires astronomiques d'Amérique du Nord, du Japon après l'ère Meiji et d'ailleurs, au point que dans la langue russe, le mot courant pour désigner une machine à calculer de bureau est resté arithmomètre jusqu'au XXe siècle. Cela dit, ce beau succès n'a pas tellement de suite et dans les années 1880, la France, l'industrie française des calculateurs, se voit balayée par une nouvelle concurrence venant des États-Unis avec les caisses enregistreuses, NCR, Burroughs, des marques qu'on connaît encore, et d'Allemagne avec des machines à calculer remarquablement bien conçues et protégées par des rafales de brevets. Alors en même temps, arrive l'ordinateur. Pierre, il n'aime pas quand je dis ça. Là, on a quelque chose qui est ça, c'est un ovni. Pour l'instant, on a une histoire des techniques, j'ai envie de dire bien classiques. Il y a un besoin, il y a un inventeur, on fabrique quelque chose, ça marche pas.
Et puis, si ça ne marche pas, quelqu'un d'autre le reprend après. Bon, rien que de, entre guillemets, très classique de l'innovation. Ça, c'est un ovni. Alors, c'est mon préféré. Hein. Moi, c'est le côté un peu romantique de l'histoire. Il y a un mathématicien anglais, Charles Babbage, assez bon mathématicien, enfin, qui a une chaire de mathématiques à Cambridge, qui a introduit des mathématiques françaises en Angleterre, qui se dit c'est quand même bête. On fait des calculs et puis on les fait avec des machines. Alors, il y a des machines à calculer, on les fait avec des machines, puis après on reporte les résultats à la main sur des cahiers, et puis bah, évidemment quand on reporte les résultats à la main et puis qu'on recopie les chiffres à la main dans des tables, on fait des erreurs. Et donc ça l'énerve énormément parce qu'il fait des calculs et il voit que les livres qu'on a eus jusqu'au XXe siècle, des tables de logarithmes par exemple, etc., il y avait des erreurs. Et il se dit mais c'est quand même stupide, on devrait être capable d'automatiser ce genre de calcul. Et donc, il se dit, je vais faire une machine qui va permettre de calculer des choses très précises. C'est pour calculer en fait des suites les termes d'un polynôme, des termes successifs d'un polynôme, qui vont servir dans des calculs. Et il dit, bah, je vais essayer d'automatiser une machine comme ça. Non seulement elle va faire le calcul toute seule, mais elle va même être capable d'imprimer les résultats sur une feuille, toujours dans l'idée d'éliminer les erreurs qu'un copiste pourrait faire en reportant des résultats. Et donc, il dit, je vais faire une machine, alors il a besoin de sous, donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est toujours resté. Donc, il va aller voir quelqu'un en disant, voilà, je vous propose de faire cette machine, est-ce que ça vous intéresse? Alors, qui est-ce qu'il va aller voir? C'est la marine anglaise, qui a besoin de tables pour des calculs de longitude, de latitude, et il leur propose de faire une machine. Donc, la marine anglaise dit, OK, donne de l'argent, il commence à travailler. Là, l'histoire est moins amusante puisque ça ne se passe pas très bien. Il embauche un chef d'atelier français, je crois. Ça ne se passe pas très bien. Le chef d'atelier ne comprend pas vraiment ce que Babbage veut. Et puis le problème, c'est que Babbage se dit au bout d'un moment, en fait, cette machine que j'essaie de construire, donc qui s'appelle la machine à différence, elle fait que des calculs très précis. Et si j'essayais de faire une machine qui pouvait faire n'importe quel calcul? Alors, il invente une machine qui s'appelle la machine analytique. Et il dit, voilà, je vais faire une machine, il va y avoir un endroit où on va faire du calcul, n'importe quel calcul, n'importe quoi, non seulement n'importe quel calcul, mais n'importe quelle suite de calculs. Je vais automatiser des calculs. Et puis, alors il n'appelle pas ça un processeur, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler maintenant, et puis un endroit où on va mettre des nombres qui vont servir dans ces calculs. Alors il n'appelle pas ça une mémoire, mais c'est l'équivalent qu'on a maintenant. Et puis ces calculs, je vais les imprimer. Donc il fabrique, enfin il a l'idée un petit peu de ce qu'on appelle maintenant des entrées-sorties. Bon, tout ça, c'est le modèle d'un ordinateur. Il ne faut pas se leurrer, c'est exactement un ordinateur qu'il est en train de décrire. Alors, l'histoire, donc, comment est-ce que ça se passe? Il fait des plans. Alors, pendant qu'il travaille là-dessus, évidemment, il ne travaille pas sur sa machine à différence. Donc, l'armée, au bout d'un moment, dit, bon, attendez, vous êtes bien gentil, mais on n'a rien. Il n'y a que des plans. Il y a des embryons de pièces de la machine. Il y a des petits morceaux qui sont construits de sa machine à différence, mais rien d'autre. Donc, l'armée, au bout d'un moment, dit, bon, vous êtes bien gentil, mais on arrête de financer. Donc il n'y a pas de sous. Donc évidemment, le chef d'atelier dit, moi je m'en vais, je ne suis plus payé. Donc Babbage se retrouve tout seul et il se dit, jamais je vais construire ma machine. Donc il va faire des plans. Et on a, je crois, quelques centaines de plans. Donc ça, c'est un extrait d'un morceau. Il y a des engrenages partout, des leviers partout, des choses qui bougent dans tous les sens. C'est d'une complexité monstrueuse. Il est fort probable que ça marche. C'est pas, il a fait des trucs complètement délirants et jamais ça aurait marché. Il est probable qu'avec des techniques de l'époque, ça aurait été un immense projet, mais peut-être que ça aurait pu être construit. On aurait eu le premier ordinateur en 1850. Ça aurait un petit peu changé la face du monde. Alors l'énergie, juste, c'est l'énergie de l'époque, c'est-à-dire que c'est un moteur à vapeur qui fait tourner ça. Et on a des plans, il y a 1 ou 2 articles qui ont été publiés dans des revues qui décrivent sa machine. Donc c'est un peu un ovni parce que personne n'a l'idée d'ordinateur à ce moment-là. Il est vraiment tout seul à imaginer ça dans son coin. Et il y a strictement 0 descendance. Babbage est mort sans le sou, enterré, je crois, dans une fosse commune pendant quelques dizaines d'années, puis après il a été réhabilité. Mais voilà, ça n'a rien donné. Personne n'a utilisé ses travaux. Il est bien gentil avec ses plans, mais on va strictement rien en faire. C'est un peu le grand-oncle de l'ordinateur. Pas le grand-père, parce que ça ne descend pas de sa machine, mais il avait quand même les idées et des choses qui ressemblent vraiment à un ordinateur qu'on n'a pas vu pendant plus de 100 ans. Peut-être rectifier sur un petit point. La fabrication de la machine a été confiée à un
un entrepreneur qui était sans doute le meilleur spécialiste de la mécanique de précision dans l'Angleterre de l'époque, c'est-à-dire dans le monde. Et Babbage avait vraiment affaire à un grand professionnel qui était prêt à réaliser la machine avec des tolérances inégalables à l'époque, enfin inégalées à l'époque, sauf dans cet atelier. Et le chef d'atelier avait tout à fait la dimension personnelle et entrepreneuriale pour dire 5 lettres à Babbage quand celui-ci s'est montré trop exigeant, trop capricieux. Enfin, on avait affaire à un grand industriel face à un savant qui avait l'air de ne pas savoir ce qu'il voulait, ou qui voulait trop en faire. En fait, l'histoire de Babbage, c'est le premier grand échec de gestion de projet, de management de projet, de l'histoire de l'informatique, qui en sera fort riche dans la suite. Cela dit, il y a eu quand même, non pas des suites, effectivement, mais des résultats, des effets, à savoir d'abord que les nécessités de progrès en précision, en respect de contraintes, etc., de la machine de Babbage, ont fait faire un bond en avant à l'industrie anglaise de la mécanique de précision qui a encore accru la domination technique de l'Angleterre victorienne dans le monde industriel de l'époque. Et d'autre part, l'idée de machine de Babbage, c'est-à-dire un calculateur programmable, elle a eu des suites intellectuelles, c'est-à-dire qu'elle a inspiré un certain nombre d'inventeurs à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 40. Et un certain nombre de machines qui ont été construites un siècle après Babbage, vers 1940, s'inspiraient directement de son projet de calculateur programmable, mais avec d'autres techniques qui étaient plutôt des techniques électromécaniques empruntées aux centraux téléphoniques, par exemple. Et entre-temps, un ingénieur américain avait inventé une machine beaucoup plus simple que celle de Babbage pour dépouiller mécaniquement, automatiquement, les résultats du recensement américain de 1890. Ce monsieur Hollerith a fondé une entreprise qui s'est appelée ensuite IBM et qui a dominé l'informatique pendant tout le XXe siècle et qui utilisait un support de mémoire qui a été essentiel lui aussi jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 1990, donc pendant un siècle, la carte perforée. En plus, je vous montre cette carte perforée parce qu'elle n'a jamais sans doute servi de support d'information dans une machine mécanographique ou un ordinateur, mais parce qu'elle était l'invitation, en l'occurrence l'invitation que j'ai reçue pour l'inauguration du musée de l'informatique qui existe à Namur, en Belgique, depuis 1 an maintenant, et que je vous engage vivement à visiter car il est remarquablement fait. Et qu'il n'y a pas de musée de l'informatique en France. Et il n'y a toujours pas de musée de l'informatique en France, malgré nos efforts. Une dernière chose, c'est une grande innovation d'adopter ce système de trous pour représenter des informations dans le traitement de l'information, mais c'est encore un exemple de technologie qui a une durée de vie très longue, puisque la machine, la carte perforée a été inventée d'abord au milieu du XVIIIe siècle pour automatiser des machines à tisser. On la retrouve ensuite dans les métiers jacquard, dans les métiers Vaucanson, et au XIXe siècle dans toute une série de métiers à tisser. Et elle est adoptée, on a encore un exemple de mariage de technologies diverses, elle est adoptée dans le traitement de l'information par Babbage d'abord, puis par Hollerith. Et il y a encore des restes en informatique qui datent de la carte perforée. Si vous regardez, il y a 80 colonnes. Et on a longtemps eu des terminaux de visualisation qui étaient 24 lignes, 80 colonnes. Et c'est encore un standard presque dans les tailles de fenêtres de programmation. Ça date tout simplement de ces années-là. Alors, je vous parlais de processus d'innovation. Là, on fait encore un bond d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années. Que se passe-t-il dans les années 30 et 40 ? C'est l'histoire de la jeunesse de l'ordinateur. On a un bel exemple de va-et-vient, de dialectique entre l'offre et la demande de traitement de l'information. Dans les années 1930, de nouvelles façons de faire de la science ou de nouvelles disciplines scientifiques ou de nouvelles approches de la science et de la technique nécessitent de plus en plus de calculs. C'est le cas par exemple de l'électrotechnique. On est en pleine époque où se développent les grands réseaux de distribution d'électricité,
la conception de nouvelles machines électriques, de génératrices de plus en plus puissantes, et les ingénieurs en électricité ont besoin de calculer des champs, des grandeurs électriques. Les ingénieurs en télécommunications ont besoin de calculer des antennes. Les ingénieurs, d'autre part, les ingénieurs en aéronautique doivent concevoir des avions qui vont de plus en plus vite et qui risquent de se mettre à vibrer et même de se briser sous l'effet de la vitesse et de la résistance de l'air. Et eux aussi ont besoin de calculs et de simulations. Et la nouvelle physique, la physique des particules, la physique atomique ont elles aussi des besoins de calcul inégalés jusque-là. On commence dans les laboratoires par y répondre avec les moyens existants, c'est-à-dire les petites machines à calculer à manivelle comme la Brunsviga, qui était déjà très répandue. Il y a encore des laboratoires qui sont équipés avec des arithmomètres du 19e siècle, ou même il y a des bureaux de calcul à la main avec des feuilles quadrillées. Donc il y a toujours plusieurs techniques, plus ou moins simples, plus ou moins élaborées, pour résoudre les problèmes de calcul. Mais très vite, on s'aperçoit que ces moyens traditionnels ne suffisent plus à faire face à la demande croissante de calcul. Demande croissante de calcul qui va de plus en plus grandir à mesure qu'on s'avance dans les années 30 et qu'on voit de plus en plus des préparatifs de guerre. Donc on va voir de plus en plus des besoins croissants de calcul balistique, de calcul de profil aérodynamique d'avions, de missiles, et puis bientôt pendant la guerre, les calculs nécessaires pour la bombe atomique. Dans les années 30, des laboratoires et des entreprises créent de grands services de calcul pour y faire face, comme la photo du milieu représente un computing center qui emploie des dizaines de personnes travaillant sur des machines à calculer. Cette offre nouvelle de calcul, loin de satisfaire la demande, la stimule encore, puisqu'on peut faire de plus en plus de calculs. Les scientifiques et les ingénieurs en demandent encore plus, et arrive la guerre, arrive la Deuxième Guerre mondiale, et l'explosion de la demande de calcul est telle qu'il faut vraiment passer encore une fois à la vitesse supérieure. C'est là qu'un certain nombre d'ingénieurs qui travaillent dans des laboratoires publics pour la défense se mettent à imaginer des grandes machines à calculer. Et on arrive donc à un autre phénomène classique, un autre processus classique qui est l'invention simultanée, qui est un peu la règle en histoire des techniques. Beaucoup de gens se focalisent sur qui est l'inventeur de, qui est le père de telle invention. En réalité, dans l'histoire des techniques, la règle est l'invention simultanée pour une raison qui est facile à comprendre. C'est que dans des civilisations qui sont à peu près équivalentes en niveau technique et économique, des centaines de personnes, des centaines d'ingénieurs notamment, sont placés devant des problèmes à peu près similaires. Comme ces personnes ont des formations similaires elles aussi, une minorité parmi ces personnes imagine des solutions techniques qui se ressemblent dans la mesure où les problèmes à résoudre se ressemblent. Et parmi ces quelques dizaines de personnes qui ont des idées, une poignée va jusqu'au bout, réalise des idées, prend des brevets, rédige des rapports et construit des machines. Et c'est comme ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans plusieurs endroits du monde, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, des inventeurs, des ingénieurs, des mathématiciens inventent ce qu'on appelle à l'époque des grandes machines mathématiques. Il s'agit de calculer pour la science et la technique. Alors, juste quelques photos, justement. Donc, on est bien d'accord, on ne répondra pas à la question quel est le premier ordinateur, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que, effectivement, jusqu'en 1937-38, l'idée n'est pas là, sauf Babbage 100 ans avant, puis qui a disparu. Il n'y a pas d'idée d'automatiser les calculs, et qu'une dizaine d'années après, eh bien, il y a plusieurs machines qui existent et qui ressemblent à des ordinateurs, en tout cas tels qu'on peut les imaginer maintenant. Donc voilà, ça c'est celle du haut, en haut à gauche, c'est une petite plaisanterie entre guillemets, puisque c'est une machine contemporaine qui reproduit en Lego une machine fictive qui est la machine de Turing. Tout le reste correspond à des ordinateurs qui datent
tous de ces années-là. Donc, ordinateur ou pas, ce sont des prototypes ou des premiers ordinateurs. Ça ne ressemble évidemment pas à ce qu'on a maintenant, mais ce sont quand même les premiers ordinateurs. Alors, ils sont tous construits dans la recherche publique, au sens où on l'entend en France, donc dans des laboratoires universitaires ou de grands instituts de recherche, ou éventuellement d'entreprises, mais qui travaillent essentiellement pour l'État, dans une logique de recherche plus ou moins fondamentale, c'est-à-dire de recherche où on peut prendre des risques, où si on met 3 ans au lieu d'1 an prévu pour réaliser une machine, c'est pas trop grave. L'important, c'est d'obtenir un ordinateur qui fera des calculs qu'on ne savait pas faire autrement, qui permet d'aborder des problèmes totalement inédits. Et donc les premiers prototypes, les premières expérimentations d'ordinateurs sont réalisées surtout dans des laboratoires de mathématiques, dans ces grands instituts, ces universités. Mais très vite, des entreprises s'y intéressent et y voient une occasion, une opportunité de diversifier leur production et de répondre à des besoins croissants dans l'État pour la défense et dans l'industrie pour la gestion de grandes masses de données. Et on va avoir, dès 1950, 3 types d'entreprises qui vont se saisir de cette innovation radicale, l'ordinateur, et opérer des transferts de technologie à partir de la recherche publique pour industrialiser ces nouvelles machines. Ces 3 entreprises ont chacune un mix d'avantages et de défauts pour se lancer dans cette aventure. Les premières entreprises qui s'y lancent sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des start-up d'ingénieurs. Ce sont des petites entreprises créées par des ingénieurs en électronique pour développer ces nouvelles machines. Ces ingénieurs ont une connaissance inégalée de l'électronique. Ils parlent le même langage que les mathématiciens qui ont construit ces machines et que les ingénieurs de l'armement ou de l'aéronautique auxquels ils souhaitent les vendre. Et ils ne sont encombrés par aucun marché, aucune viscosité commerciale liée à des produits antérieurs puisqu'ils viennent de créer leur machine. En revanche, leur défaut, c'est qu'ils ne connaissent absolument pas le marché de la gestion, qui va vite devenir le principal marché pour les ordinateurs, dès la fin des années 50 ou le début des années 60. D'autre part, ils ne connaissent pas plus que les autres quelque chose qui est entièrement nouveau et presque imprévu quand on a construit les premiers ordinateurs, qui est la programmation. Le deuxième type d'entreprise, c'est les constructeurs mécanographiques établis, qui faisaient des machines à cartes perforées pour la comptabilité et les statistiques. Ces entreprises ont une réelle capacité d'investissement, elles ont une assise, elles ont une expérience industrielle, elles ont, elles, une très bonne connaissance du marché et de la gestion, mais en revanche, elles devront acquérir des compétences électroniques pour se lancer dans la construction d'ordinateurs, et elles n'ont pas de contact avec les milieux scientifiques, donc elles devront se créer un nouveau réseau de relations dans ce milieu. Et le troisième type d'entreprise qui se lance dans la construction d'ordinateurs, ce sont les grands groupes diversifiés, intégrés de construction électrique, qu'on connaît bien, qui existent toujours, à l'époque, General Electric, RCA, Siemens, Alcatel, les grands groupes de construction électrique japonais aussi, Philips. Ces grands groupes ont également une capacité importante d'investissement. Ils maîtrisent les technologies de l'électronique, ou du moins ils croient qu'ils les maîtrisent, parce qu'ils savent faire à l'époque des appareils électriques, des tubes électroniques, des composants, mais ils vont être très vite dépassés par les nouveaux producteurs de composants semi-conducteurs. Et d'autre part, ces grands groupes croient qu'ils sont les mieux placés pour faire des ordinateurs, mais ils n'ont aucune aptitude, ils n'ont pas plus d'aptitude que les autres pour la programmation et le logiciel, et ils ont une ignorance totale du marché et de la gestion. Et donc ce mix et la combinaison sur le marché de ces différentes entreprises va entraîner une dynamique, un mouvement
de restructuration de l'industrie, qui fait que la plupart des petites firmes d'ingénieurs, des petites start-up de construction d'ordinateurs, absorbées par manque de capitaux par les deux autres types d'entreprises, les constructeurs électriques, à leur tour, vont assez vite jeter l'éponge, ne pouvant pas résister à la concurrence d'IBM sur le marché de la gestion. Et ça donnera la structure de l'industrie informatique jusqu'aux années 70, jusqu'à l'arrivée des mini et des micros. Donc là, on a un exemple typique de salle d'ordinateur à l'époque des mainframes, des gros ordinateurs, avec un parfait exemple de gros ordinateurs IBM. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'écran. On a l'interface homme-machine, c'est un clavier avec une machine à écrire et puis des bandes magnétiques qui servent de mémoire de masse. Et un superbe pupitre constellé de boutons et de lumière totalement indéchiffrable. L'essentiel de la dynamique à partir de cette époque, à partir du milieu des années 60, est représenté par la loi de Moore, dont on parlera dans les questions, mais qui vous donne une idée du progrès continu qui est prévisible à cette époque et qui permet de voir qu'à un horizon de 10 ou 20 ou 30 ans, on va aboutir à des ordinateurs à la fois plus puissants et plus petits. Ce qui se passe en fonction de cette dynamique, c'est que l'ordinateur machine universelle devient à la fois plus puissant et moins cher chaque année, et donc devient capable, au fur et à mesure de ses progrès, de se substituer à des machines qui étaient spécialisées. Donc, au début, dès les années 50, les ordinateurs universels sont capables de remplacer des grandes machines mathématiques spécialisées qui servaient uniquement à calculer, je sais pas, des fonctions de Bessel ou des équations différentielles. À partir de 1960, la baisse des prix des nouveaux ordinateurs transistorisés leur permet de remplacer progressivement les tabulatrices à carte perforée, des grands systèmes documentaires, puis des systèmes de contrôle de process industriels. C'est à cette époque qu'on voit installer dans les centrales nucléaires des petits ordinateurs temps réel pour contrôler l'augmentation du chauffage ou des problèmes de radiation afin d'éviter des accidents. À partir de la fin des années 60, les ordinateurs sont suffisamment fiables pour remplacer les centraux téléphoniques traditionnels. Donc, tout ça, c'est des processus de substitution qui vont prendre de 10 à 20 ans, mais qui sont un mouvement quasi inexorable parce que l'ordinateur devient de moins en moins cher et de plus en plus puissant, et que de plus en plus de gens sont formés à s'en servir. Donc il y a des compétences disponibles sur le marché, et on arrive à la fin du XXe siècle à remplacer par des ordinateurs des machines à écrire, des machines à jouer, des jeux, et ça aboutit au téléphone portable. Alors, première rupture, l'arrivée des mini-ordinateurs, donc dans les années 60. On a IBM qui est bien installé, qui contrôle 60, 70, 80% du marché mondial, avec des grosses machines, avec une armée de commerciaux, et l'informatique, c'est sérieux. Voilà, c'est des personnes qui vendent du matériel qui coûte cher, qui est lourd, qu'il faut installer. Mais en même temps, il y a toujours des progrès techniques, et entre autres, le transistor est inventé dans les années 50, puis les circuits intégrés dans les années 60, et ça permet de faire des ordinateurs plus petits, moins chers. Alors évidemment, ils sont moins performants, mais comme les performances continuent à augmenter, c'est quand même quelque chose qui est assez performant pour faire des choses. Et donc, de nouveaux constructeurs arrivent et vont proposer des ordinateurs qu'une autre gamme d'entreprises, par exemple, va pouvoir acheter, des bureaux d'études, qu'on va pouvoir mettre dans des laboratoires parce que ça coûte moins cher. Le laboratoire ne peut pas pouvoir acheter un mainframe à quelques millions, mais va pouvoir acheter un mini-ordinateur qui va coûter que quelques dizaines de milliers ou une centaine de milliers de dollars. Et ça veut dire aussi plus de personnes en contact, donc des formations et des tentatives de l'industrie de pénétrer également ce marché, et des directives étatiques pour, il faut commencer à développer parce que ça devient important. Alors une photo qui est iconique pour un certain nombre d'informaticiens, puisque c'est les deux inventeurs d'un langage de programmation assez connu, puisqu'il s'agit du langage C, qui est encore un des langages les plus utilisés maintenant, qui a été inventé il y a une quarantaine d'années. Accessoirement aussi les inventeurs du système d'exploitation Unix,
aussi un système d'exploitation assez répandu. Et ça, c'est la photo dans leur bureau en 71 avec un mini-ordinateur PDP-11 qui est déjà un peu gros c'est un gros mini-ordinateur à l'époque. Et ils sont en train de travailler. Il n'y a toujours pas d'écran, d'ailleurs, c'est toujours une imprimante. Et ils sont en train de travailler. Alors ça occupe plus une pièce entière, maintenant c'est un mur, simplement. Mais le progrès continue, et puis on commence à faire des choses encore de plus en plus petites, et de plus en plus... Les performances continuent, mais on arrive encore à miniaturiser. Et Intel développe le microprocesseur. Juste au passage, c'est une sorte de hasard, c'est une commande japonaise d'une machine à calculer, et des ingénieurs d'Intel disent bah, tiens, on pourrait essayer de faire un circuit intégré qui regrouperait un petit peu tous les composants de l'ordinateur. Intel, à une époque, Intel, donc c'est le grand fabricant de microprocesseurs actuel, fabrique surtout des mémoires à semi-conducteurs, mais les ingénieurs proposent de faire ce produit. Et Intel se lance dans le microprocesseur sans trop savoir si on va avoir quelque chose d'intéressant ou pas. Et ça permet à des hobbyistes californiens, à des amateurs, de développer des premiers micro-ordinateurs. Donc c'est des petites boîtes, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, c'est pas puissant du tout, mais ça coûte rien du tout, ça coûte quelques milliers de dollars, et donc tout le monde presque peut en acheter un. L'anecdote, c'est le premier micro-ordinateur un petit peu commercial, c'est l'Altaïr, c'est une petite entreprise américaine qui le propose, et ils pensaient avoir quelques centaines de commandes sur l'année, et je crois qu'ils en ont eu 400 le premier jour. Et ils ont eu des centaines de demandes comme ça chaque mois, à tel point qu'ils étaient obligés d'embaucher, rien que pour pouvoir préparer le matériel et l'envoyer, parce que tout le monde voulait avoir cette machine, même si personne ne savait ce qu'on allait en faire. Juste quelques mots pour remettre en perspective historique l'invention du micro-ordinateur, qui est un très bel exemple de convergence, de mariage, qui caractérise l'innovation, puisque d'un côté, le micro-ordinateur, c'est un ordinateur construit à partir d'un microprocesseur, donc une innovation technique, et en articulant cette invention technique avec des usages qui existaient déjà. Le micro-ordinateur, c'est une nouveauté, mais l'usage personnel des ordinateurs, c'est tout à fait autre chose. Et il existait depuis les années 60 trois types d'usages personnels de l'ordinateur. D'abord, avec les systèmes d'informatique répartis, des gens, y compris des étudiants, avaient pris l'habitude d'utiliser des ordinateurs à partir de terminaux qui pouvaient être distants de plusieurs kilomètres des ordinateurs. Donc chacun, devant son terminal, avait l'impression d'avoir toute la puissance de l'ordinateur pour lui tout seul. Donc ça pouvait être des très gros ordinateurs, mais à usage personnel. Dans le même temps, dans les années 60, s'étaient développés des mini-ordinateurs dont tu as parlé tout à l'heure, qui eux aussi mettaient à la disposition d'un individu dans un bureau d'études ou un laboratoire la puissance relative d'un ordinateur. Et puis troisièmement, il y avait toute une industrie des machines à calculer de table dans lesquelles on avait mis de plus en plus d'électronique. Ce n'étaient pas des ordinateurs, mais des gens avaient pris l'habitude de faire des calculs sur ces machines ou du petit traitement de l'information. Et donc, quand le microprocesseur est arrivé en 1971-1972, il y avait déjà des masses de gens, des communautés qui étaient prêtes à adopter une nouvelle machine pour continuer à faire ce qu'ils avaient déjà appris à faire, mais mieux. Donc ça, c'est juste pour le plaisir, quelques micro-ordinateurs à peu près de 1975 pour le premier, au début des années 1980. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite boîte, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais on s'amuse avec, on joue, et on commence aussi à faire des choses plus sérieuses, parce qu'on commence à avoir les premiers logiciels professionnels, de premiers tableurs, premiers traitements de texte, et on s'aperçoit que c'est un gadget, mais qu'en fait c'est un gadget qui peut servir à une petite PME, un cabinet de médecins, des professions libérales, parce qu'on va pouvoir faire des choses sérieuses, du traitement de texte, du calcul, de la comptabilité, sur ces petites machines qui coûtent quand même pas grand-chose. Alors, la fin, c'est Internet. Là, on a mis 1995. Bon, juste pour remettre en perspective historique, le début des réseaux informatiques, c'est 1969. On commence à se dire, on a plusieurs machines, c'est gros, ça
prend beaucoup de place, ça coûte cher, ça serait bien qu'on puisse rentabiliser l'utilisation et que des personnes qui ne soient pas physiquement devant l'ordinateur puissent l'utiliser. Donc on va essayer de relier ces ordinateurs entre eux en disant on voudrait bien pouvoir utiliser un peu de partout. Et les Américains lancent un projet pour être capables de relier les ordinateurs entre eux pour pouvoir les utiliser un peu de n'importe où des États-Unis. C'est le projet ARPANET, donc c'est un projet pour la défense américaine, financé par la défense américaine, pas pour faire que ça résiste à une attaque atomique comme la légende le veut, ça c'est pas vrai. C'est vraiment simplement comment est-ce qu'on fait pour partager nos ressources. Et toute l'histoire d'Internet, c'est comment est-ce qu'on va essayer d'améliorer l'utilisation entre 1969 et puis on commence à avoir des protocoles un peu internationaux et puis on commence à avoir du commerce et on commence à se dire comment faire pour chercher l'information. Donc le web arrive en 1993 et puis des modèles économiques avec les crises économiques sur Internet, la bulle Internet dans les années 2000 et puis maintenant j'ai mis les objets connectés qui vont encore avoir d'autres usages. Quelques petites images. Internet au début. Donc ça, c'est les premiers réseaux. On relie quelques ordinateurs, quelques dizaines d'ordinateurs aux États-Unis, en France, avec 1 ou 2 liens vers l'étranger. Et puis Internet maintenant... On ne mesure plus en lien géographique d'un ordinateur à l'autre, mais en volume de données échangées par milliard et au poids. Et des quantités absolument faramineuses, évidemment. Alors, la dernière partie... Je vais aller vite. Les premières préoccupations concernant l'impact de l'automation sur l'emploi se font jour dès le milieu des années 60, dès le milieu des années 50, où on a des rapports en Angleterre et bientôt en France au Conseil économique et social sur les conséquences sociales de l'automation. On ne dit pas encore de l'informatisation. Et là, 20 ans plus tard, à la fin des années 70, on a un exemple que j'ai choisi, qui est la manifestation des travailleurs de l'usine Control Data de Ferney-Voltaire, donc d'une usine qui faisait les ordinateurs, et qui protestent contre la fermeture de l'usine due à l'automation croissante qui fait qu'on n'a plus besoin de ces travailleurs puisque les circuits que ces gens-là étaient habitués à souder sont maintenant tous réunis dans des microprocesseurs. Notons juste que déjà en 1800, au début du 19e siècle, les canuts lyonnais protestaient contre les machines à tisser Jacquard et la jetaient dans la Seine en disant ça va détruire les emplois et on ne pourra plus avoir nos petits-enfants qui tissent sur les métiers à tisser. Et tout ça, c'est pas bien d'automatiser les machines. Ça fait un certain temps d'automatiser les emplois avec des machines. Ça fait 2 siècles qu'on en parle. Deuxième ordre de conséquences qu'on a voulu mettre en avant, parce que c'est une chose un peu oubliée, j'ai été frappé en faisant mes travaux sur l'histoire de l'informatique en France de voir la place très importante, la place importante relativement qu'avaient des femmes à des positions de responsabilité dans l'informatique. Je ne parle pas des masses de petites mains, avec tout le respect que je leur dois, qui faisaient de la saisie sur carte perforée ou de l'entrée. Là, je parle de femmes ingénieurs universitaires de niveau bac plus 4 ou 5 ou plus. Là, on a un exemple tout à fait caractéristique. C'est un des premiers ordinateurs installés en France, chez Matra, en 1955. Vous voyez une femme qui est en train de programmer. Et je la connais parce que j'ai montré un jour cette photo à une dame que j'interviewais. Elle m'a dit c'était moi. Je venais de sortir de l'école de physique-chimie et j'étais entré dans cette entreprise pour développer des mémoires à tord de ferrite pour un ordinateur pour les services secrets, pour la cryptologie. Donc vous voyez une femme qui est au pupitre de la machine, donc qui pilote cette machine qui valait plusieurs millions de francs. Et l'homme est debout et lui, il bouge les boutons, il a une tâche plus technique. Ensuite, si on fait un bond de 20 ans, dans les années 70, on a à peu près la même image. À droite, une femme au pupitre qui vérifie que la machine a donné les bons résultats et un bonhomme qui change une bande magnétique ou appuie sur un bouton. Et à gauche, alors c'est un peu hors contexte, mais c'est 3 programmeuses, c'est des mannequins, mais c'est sur la publicité de la firme européenne Unidata, qui associait le champion national français C2I avec Siemens et Philips pour faire des ordinateurs européens destinés à contrebalancer la puissance d'IBM.
Et la plupart des publicités des ordinateurs Unidata représentaient des femmes à des postes de responsabilité, de programmeurs, et ça reflétait une réalité de l'époque qui a largement disparu à partir des années 80 avec une nouvelle culture autour des micro-ordinateurs. On pourra en reparler dans les questions. Autre conséquence de l'émergence de ces technologies nouvelles, le désir d'un certain nombre d'universitaires de théoriser à partir de ces techniques et de développer ce qu'ils affirmaient être une science nouvelle en construction, qu'ils ont réussi à mettre sur pied avec des théories, en réunissant des théories et des modèles mathématiques antérieurs et en créant pratiquement de nouvelles branches du savoir. Au départ, dans les années 50, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de computer science. Il y a une branche des mathématiques qui s'appelle l'analyse numérique qui sert à concevoir des calculs, et une autre branche des mathématiques, jusqu'ici sans emploi, qui était l'algèbre de Boole, qui sert à concevoir des circuits binaires. Et puis, 10 ou 20 ans plus tard, on voit tout un mouvement de convergence d'intérêts intellectuels variés, mais qui tous s'intéressent à l'ordinateur pour des raisons diverses. Donc une convergence d'agenda intellectuel vers l'ordinateur pour s'en servir, pour soit vérifier des théories nouvelles, soit élaborer des systèmes nouveaux de classement documentaire, pour tester des théories linguistiques sur la linguistique formelle, et par un mouvement dialectique entre l'usage de l'ordinateur et ses besoins théoriques, on voit émerger des disciplines nouvelles comme l'algorithmique, la linguistique computationnelle, la théorie des graphes, la théorie combinatoire, qui résultent toujours de va-et-vient entre des applications un peu exploratoires, un peu expérimentales, comme la traduction automatique, et des recherches théoriques. Une toute autre conséquence un peu de toute l'histoire qu'on vient de voir, c'est la convergence entre l'informatique et les télécommunications, dont on voit un exemple avec la présentation par Roland Moreno de la carte à puce. Ça, c'est une carte à puce commémorative qu'il a sortie pour le 20e anniversaire de ses brevets. Et la carte à puce elle-même représente le dessin qui accompagnait le premier brevet. Donc c'est une image en effet miroir de cette carte à puce qui a pour la première fois introduit des ordinateurs dans nos poches, puisque c'est une carte à puce dans nos poches, et nous a permis de nous mettre en réseau, d'interagir avec le réseau télécom. Alors juste pour finir un petit mot, on parle pas mal de l'informatique à l'école, est-ce qu'il faut introduire la programmation, le codage au primaire, en terminale, etc. Bon, ça c'est un discours depuis 50 ans, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a toujours pas de réponse pour l'instant, il y a eu des tentatives, alors on ne va pas les lister toutes, hein, mais voilà, ça date d'une cinquantaine d'années, les premiers essais d'introduction de l'informatique dans l'enseignement, là c'est l'enseignement supérieur, des licences, des maîtrises d'informatique, des IUT d'informatique, et puis... Petite remarque, c'est un TP de programmation à l'Université de Toulouse en 1966. Sur 16 étudiants, la moitié sont des étudiantes. Et puis, on a des expériences dans des lycées, on essaye de former des enseignants, on leur propose d'essayer d'enseigner. Alors, ça marche, puis c'est arrêté. Et puis, on recommence en 84 des ateliers informatiques sur des Macintosh. Il y a un grand projet, puis ça coûte cher. Et puis, le problème, c'est que les Macintosh, c'est américain, donc on n'a pas envie de fournir de l'argent à l'industrie américaine. Donc, on va demander à des industries françaises, Thomson, de fabriquer des ordinateurs. Il va y avoir le plan informatique pour tous de Fabius en 85. Et puis, ça va être abandonné. Puis, on va revenir aux usages du numérique. Il y a toujours un va-et-vient entre est-ce qu'il faut enseigner l'informatique, est-ce qu'il faut enseigner les usages de l'informatique, et malheureusement tout ça fait qu'on n'arrive pas à aboutir à quoi que ce soit. Et encore maintenant, il y a encore des gens qui disent ça serait bien qu'on essaye de faire quelque chose, et entre autres la conclusion du rapport de l'Académie des sciences qui dit l'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre, c'est il y a 4 ans, et on est encore en train de discuter là-dessus. Je propose qu'on
passe au petit film. Je propose qu'on ne conclue pas, mais qu'on vous offre un petit voyage dans le temps, dans l'informatique des années 60. On est à l'université de Toulouse. Ce scientifique, dès 1967, il englobera la nouvelle faculté de médecine en voie d'achèvement. S'y intègrent déjà de nombreux instituts, entre autres celui des sciences appliquées, qui permettent à l'enseignement supérieur de participer plus directement à la vie scientifique du pays. C'est le cas de l'Institut de calcul numérique, où des spécialistes ont réalisé des installations destinées à faciliter l'enseignement de la programmation. Ce système a été mis au point à la Faculté des sciences de Toulouse. Il fait de l'ordinateur, une fois que lui ont été injectés tous les éléments nécessaires, une sorte de maître prodigieux, capable de répondre aux questions différentes que peuvent lui poser 16 élèves en même temps. C'est la première installation de ce type qui existe en Europe. Elle résout le problème des travaux pratiques sur ordinateur, jusqu'ici forcément limité en raison du coût d'immobilisation d'un tel appareil par un seul élève. Les problèmes de communication homme-machine sont également étudiés à Toulouse. Par exemple, en attendant de répondre directement à la voix humaine, l'ordinateur fournit à sa façon les réponses aux problèmes d'aérodynamisme. Je ne pense pas que les ingénieurs travaillaient sur des dessins comme ça, imprimés directement sur le papier. Mais c'est bien pour le reportage. On va passer aux questions, si vous voulez bien. Voilà, merci beaucoup pour cet exposé très enrichissant. Alors, nous allons passer aux questions pendant quelques minutes, parce qu'après, on va passer à la dédicace du livre en librairie. Vous voyez où elle est, la librairie, hein, sur le côté, quand vous rentrez dans le palais, c'est tout de suite sur l'escalier de droite. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a une dédicace, effectivement, qui est organisée vers 17h. Et là, ça nous laisse un peu de temps pour les questions, à peu près 20-25 minutes de questions. Donc, le micro est à vous. Alors, ah oui, ici. Bonsoir et merci. Ne pensez-vous pas qu'actuellement l'évolution les moyens au service des entreprises que tout le monde connaît, les GAFAM ou GAFAMI, enfin ça dépend, ne sont pas quand même tendus plus vers un but commercial que scientifique ou technique? Est-ce que ça ne draine pas l'ensemble des ressources disponibles? Est-ce que ça ne constitue pas un danger pour l'avenir, en sachant qu'initialement, c'était quand même des gens qui étaient plus préoccupés par la connaissance et moins par les aspects commerciaux et publicitaires. Et on a quand même le sentiment à l'heure actuelle qu'ils ont un peu perdu la main à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Les GAFA étant des entreprises, leur but essentiel est évidemment d'ordre commercial. Cela dit, ce sont des entreprises qui ont d'énormes budgets de recherche-développement. Alors, ces budgets de recherche-développement ne sont pas forcément consacrés à des choses qui intéressent directement les scientifiques ou certains scientifiques, mais il ne faut pas négliger ce phénomène. D'autre part, il n'y a pas que les GAFA, il y a aussi Intel et d'autres fabricants de composants et des boîtes qui font des ordinateurs nouveaux, innovants. Donc il y a une innovation technique de très haut niveau qui existe. Mais ça ne fait pas de moi un grand défenseur des GAFA. J'essaye plutôt d'éviter leurs produits autant que possible. Après, il y a aussi des innovations, effectivement, dans les laboratoires de recherche et développement de ces entreprises qui sont évidemment à visée commerciale peut-être lointaine, qui sont aussi des avancées scientifiques. On peut parler de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones. Alors évidemment, il y a des usages qui sont commerciaux, mais c'est aussi des avancées scientifiques. Les laboratoires scientifiques publics ne peuvent pas forcément tout faire, malheureusement. On aimerait bien. Il suffit de convaincre les gouvernements d'augmenter les budgets scientifiques dans des proportions considérables. Voilà. Après, c'est aussi le travail de la société civile de faire attention à ce qu'il y ait aussi des avancées scientifiques et que toutes les innovations ne soient pas uniquement à l'usage de ces entreprises éventuellement. Madame avait posé une question. Ah oui, je viendrai vers vous après.
Bonjour, vous nous avez tendu la perche, alors j'aimerais bien avoir votre interprétation de la présence massive des femmes au début de l'informatique et leur disparition au moment où l'informatique devient prédominante, lucrative, etc. Enfin, bon, j'aurais bien aimé, en tant qu'historien, votre vue de la chose. Alors, la présence, pas massive, mais quand même remarquable, relativement importante, des femmes dans l'informatique dès les années 50 et 60, je l'ai remarqué en voyant des femmes ingénieures comme Alice Recoq, qui après a conçu un des premiers mini-ordinateurs français, et aussi à la tête de centres de calcul au CNRS, dans des universités, etc. La raison principale à cela, c'est que l'informatique dans les années 50 et encore au début des années 60 était un domaine nouveau où presque tout était à inventer. Les technologies, mais aussi les usages, les normes sociales, les codes, les carrières, même les salaires. Le CNRS a mis très longtemps à comprendre qu'il avait intérêt à payer des programmeurs plus chers que des mécanographes d'avant, s'il voulait les conserver. Et donc c'était un monde qui était ouvert, pour la raison simple qu'il n'était pas fermé, cloisonné, blindé, comme l'étaient des professions établies. Donc des jeunes femmes, et il y en avait beaucoup, qui faisaient des maths ou de la physique à l'époque, et même de la linguistique, j'en connais, ont pu s'engouffrer là-dedans, faire d'assez belles carrières, de prendre des postes de responsabilité, éventuellement créer des sociétés de services, créer leur entreprise. Et puis, il y a eu, alors surtout aux États-Unis, il y a eu un phénomène de fermeture à partir de la fin des années 60, quand des hommes se sont aperçus, enfin, quand des hommes ont vraiment commencé à organiser le milieu d'une façon qui les avantageait eux. Ça, c'est assez bien analysé dans des livres américains. Et surtout, ce qui s'est passé dans les années 80, c'est très visible si vous comparez les publicités, comme celles que je vous ai montrées, à des publicités pour des micro-ordinateurs dans les années 80-90. On voit désormais un micro-ordinateur et un jeune ado mâle, masculin, scotché à son écran clavier, et c'est jamais une fille. Donc il y a une image publique de l'informatique qui change. Ça a dû compter dans le manque de désir des nouvelles générations de lycéennes et d'étudiantes de s'engager là-dedans. C'est un truc de garçon, comme les mobylettes. Et donc on se trouve dans la situation paradoxale aujourd'hui, enfin au début du XXe siècle, d'avoir des femmes qui sont de grands directeurs de grands labos d'informatique, à Grenoble, à Lille et ailleurs, mais qui ont du mal à recruter des ingénieurs femmes ou des chercheurs. Donc c'est un petit résumé, mais on est loin d'avoir tout compris. Ça, c'est vraiment un problème historique pour les historiens et les sociologues. On n'arrive pas vraiment à donner une explication forte, au-delà de ce que je viens de vous dire. Notons qu'il y a aussi des initiatives pour pousser les lycéennes ou les étudiantes à se diriger dans ce domaine. Maintenant, il y a des initiatives maintenant, par exemple, de clubs de programmation qui seraient plutôt féminins. Il y a eu dans les universités américaines, certaines universités américaines se sont rendues compte que simplement changer l'intitulé du cours et la façon de présenter le cours pouvait attirer ou non différemment des étudiantes. Ne pas le présenter comme venez faire un boulot de mec, enfin, en gros c'était ça, mais le présenter différemment, tout en faisant les mêmes choses bien sûr, pouvait attirer plus ou moins les étudiantes. Donc il y a une prise de conscience en ce moment, parce que effectivement malheureusement le pourcentage d'étudiantes diminue toujours, donc il y a une prise de conscience et il y a des initiatives pour essayer de favoriser et encourager les lycéennes et les étudiants à se diriger vers ces métiers. Je répète ma question. Quelle évolution prévoyez-vous? Elle a déjà été tellement fulgurante au cours des 40 ou 50 dernières années. On n'est sans doute pas arrivé à la fin de l'évolution puisque le monde continue d'évoluer. Mais vers quoi allons-nous dans le domaine de l'informatique, la miniaturisation, la puissance de calcul? Est-ce qu'à partir d'un certain moment, avoir des puissances de calcul encore plus grandes, est-ce que ça servira vraiment à quelque chose? N'y aura-t-il pas un moment où
la puissance en elle-même, on ne saura plus l'exploiter. Où en est-on et vers quoi allons-nous avec l'informatique? Et quel bouleversement pouvons-nous en attendre si toutefois on est en mesure d'anticiper les bouleversements? Il y en a déjà eu beaucoup et quels autres peuvent-ils intervenir? Alors, je vais peut-être répondre moi en tant que technicien. Donc, bien évidemment, si j'étais capable d'anticiper tous les bouleversements futurs, je ne serais probablement pas ici, mais en train de faire fortune quelque part. Bon, évidemment, c'est très difficile à dire. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. Au niveau, par exemple, des composants. Donc, on a parlé un tout petit peu de la loi de Moore, donc très schématiquement, qui dit que après, on double de performance tous les 2 ans. C'est à peu près l'ordre de grandeur, ou tous les 3 ans. C'est quelque chose qui s'est effectivement vérifié depuis les années 60. Si on regarde les courbes, on a effectivement des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, on met de plus en plus de transistors, on a des mémoires de plus en plus grande capacité, à peu près depuis les années, donc la loi de Moore c'est 1965, donc ça fait 50 ans. À peu près tous les 10 ans, il y a quelqu'un d'assez haut placé dans une boîte de semi-conducteurs qui nous dit, bon ben voilà, on a fait le tour, ça y est, c'est terminé, la loi de Moore c'est fini, on ne peut plus. Et puis évidemment, le lendemain, il y a quelqu'un qui dit, bah non, attendez, moi j'ai un nouveau procédé de fabrication, puis on continue. Ça fait à peu près 30 ans, depuis que j'enseigne, ça fait donc presque plus de 25 ans, j'entends ça régulièrement, comme quoi c'est terminé. Donc ça serait une première remarque pour dire, ça ne se termine pas tout de suite. Intel a officiellement annoncé, il y a 2 ans de mémoire, que eux considéraient la loi de Moore comme étant terminée. C'est-à-dire, eux considèrent qu'ils ne peuvent plus suivre la loi de Moore au niveau de l'accroissement des performances. On peut constater, en tout cas moi j'ai l'impression, je constate qu'il y a un ralentissement dans l'accroissement des performances. On va effectivement plus vite chaque année, mais on le fait de plus en plus lentement. Moi je prends un exemple tout bête, j'avais tendance jusqu'à maintenant à renouveler mon ordinateur personnel tous les 3 ans, parce que j'avais l'impression que tous les 3 ans, j'avais un truc qui, ça va vraiment un peu plus vite, je vais faire un peu plus de choses, etc. Le dernier, je l'ai depuis 4 ans et demi. Et je n'ai pas l'impression que si j'en achète un maintenant, je vais gagner autant. Donc, si on prend des chiffres, alors après c'est toujours très difficile de mesurer les performances, on a effectivement l'impression qu'au lieu de gagner 10, 15, 20, 25% par an, on est plus à 5, 10, 15%. Donc au niveau des performances brutes, avec un grand bémol, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais on arrive quand même à avancer. Les performances continuent au niveau, par exemple, de l'économie d'énergie. Alors ça, c'est aussi pour les raisons commerciales. On ne s'occupait pas de ça avant, il n'y avait pas besoin, il y avait l'ordinateur qui était branché sur le courant. Sont arrivés les portables, ordinateurs portables, puis les téléphones portables, où là, la question de l'autonomie est beaucoup plus importante. Et donc les constructeurs se sont dit, au lieu de mettre des équipes de R&D sur on va avoir des ordinateurs plus performants, mettons des équipes de R&D sur on va essayer de faire des économies d'énergie et d'avoir des processeurs qui consomment moins. Donc à partir du moment où vous transférez des équipes de l'un à l'autre, il y en a un des deux qui va avancer plus vite. Et maintenant, effectivement, on arrive à faire des ordinateurs et on arrive à faire des téléphones portables qui sont toujours plus économes en énergie. Il y a une autre loi qui est moins connue, donc pour ça que j'ai oublié le nom, qui dit également que les performances par unité de consommation d'énergie progressent également à double effectivement tous les 2-3 ans. Autrement dit, vous prenez un portable d'il y a 25 ans, vous lui faites faire les choses qu'on fait maintenant, la batterie dure 3 minutes. Parce qu'on a besoin d'énergie pour faire ce qu'on fait. Donc là, on gagne aussi pas mal. Et ça permet de faire autre chose. Alors après, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette puissance de calcul? Alors là, ma réponse, elle est simple. On n'en a jamais assez. Ou plus précisément, l'homme arrivera toujours, les commerciaux, les entreprises, les scientifiques, même n'importe qui, arrivera toujours à trouver quelque chose à faire avec cette puissance de calcul. Voilà, je pense que partout dans l'histoire de l'informatique, il y a toujours eu des scientifiques qui ont dû dire bon ben voilà, la machine elle va très bien pour ce qu'on fait maintenant, il n'y a pas besoin de faire plus. Et puis il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une machine plus performante et on trouve quelque chose à faire avec. Je donnerai un exemple, on n'en a pas parlé, mais l'intelligence artificielle, c'est des choses qui reviennent tous les 20-25 ans. Ça a commencé en 56, c'est le congrès fondateur qui parle d'intelligence artificielle. On a dit à l'époque il y aura un programme champion du monde d'échecs dans 10-15 ans. Et puis on fera de la traduction automatique très rapidement. Ça paraît évident, il n'y a aucun problème. Puis on s'aperçoit que c'est très compliqué, on n'y arrive évidemment pas du tout. Dans les années 80, il y a de nouveau de l'informatique avec l'intelligence artificielle. On parle de système expert, d'ingénierie des connaissances. Quand j'ai fait mes études dans un DEA d'informatique, on était 70.
On était 3 qui voulions faire de l'informatique théorique, 4 qui voulaient faire de la technique et 60 qui voulaient faire de l'intelligence artificielle. C'était le grand truc à l'époque, c'était l'intelligence artificielle, les ordinateurs de 5e génération japonais qui allaient révolutionner le monde, etc. Et puis on a fait des trucs, un petit peu, ça a marché, les systèmes experts, ça n'a pas révolutionné tout, mais on a quand même réussi. Puis les espoirs ont été déçus, on s'est dit mais c'est ridicule ce truc, on ne fera jamais rien. Et puis regardez ce qui se passe depuis 3, 4, 5 ans, on nous reparle d'intelligence artificielle, on fait de nouveau des choses fabuleuses, tout ce qui est le traitement automatique de la parole, la reconnaissance de la parole, tout ce qui est le traitement d'image, la reconnaissance d'images automatique, quelque chose qui va être utilisé dans les voitures autonomes, c'est quelque chose qui va arriver dans les 5 ans, hein, les voitures autonomes, il ne faut pas se leurrer. Ça demande une puissance de calcul gigantesque. Ce n'est pas de la programmation, ce n'est pas des ingénieurs qui ont dit on va programmer un peu différemment, c'est uniquement parce qu'on a des techniques qui existent depuis longtemps, mais qu'on ne peut appliquer maintenant que parce qu'on a des processeurs qui permettent de faire ce genre de calcul. Ça demande des quantités de calcul monstrueuses. Mais voilà, on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas imaginables. Regardez la fameuse histoire du programme champion de Go. Là encore, les gens se sont dit on ne va jamais y arriver. Ça demande trop de calcul, on ne sait pas comment faire. Et puis il y a quelqu'un qui dit bah, si, regardez, on arrive à le faire. Donc on va toujours avoir, à mon avis, de nouvelles utilisations. Les sciences sont bouleversées par l'arrivée de l'informatique. Là encore, il ne faut pas se leurrer. Il y a des choses absolument fabuleuses qui arrivent en sciences sur des études de données. On a des ensembles de données gigantesques. Ça peut être en génétique, ça peut être en médecine, ça peut être dans énormément de choses qu'on ne savait pas traiter avant. Et maintenant, on va avoir du matériel qui va être capable de les traiter. Et les sciences vont être probablement bouleversées avec l'arrivée de l'informatique, aussi bien de l'intelligence artificielle, qui peut permettre, je ne vais pas dire de remplacer un professionnel, mais de l'aider dans son travail. Comment est-ce qu'un juriste peut connaître l'intégralité de la jurisprudence depuis 200 ans? Enfin, c'est impossible. Alors évidemment, si on lui dit bah, c'est une décision que j'ai vue dans un tribunal en 1938 à Melun, lors du... Bon, ok, on peut aller chercher de la doc, mais il ne peut pas le trouver tout seul. L'ordinateur, lui, va peut-être être capable d'intégrer un corpus de connaissances et donc d'aider un professionnel dans la recherche de ce genre de choses. Il y a des études qui sont faites, pareil, dans la médecine, sur des reconnaissances d'images avec des radios. Aider des radiologues en disant bah, telle radio, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas vu, mais moi j'ai dans mon corpus de connaissances plein d'exemples de radios comme ça qui ont amené telle et telle conclusion. Donc il ne s'agit pas de remplacer le professionnel, mais il s'agit de lui dire attendez, là il y a des pistes, là il y a des pistes, là il y a des pistes, des choses que vous ne savez pas faire, moi je vous donne les pistes, puis après on peut travailler entre guillemets ensemble. Ça, c'est des choses qui vont bouleverser des professions, bouleverser des domaines scientifiques également dans les années à venir. Après, où est-ce que ça s'arrête? Mon Dieu, je serais bien incapable de vous le dire. Hein. Est-ce que ça va s'arrêter? C'est aussi de plus en plus cher. Hein. Faire des processeurs, par exemple, ça coûte de plus en plus cher. Donc, est-ce qu'on va arriver comme ça à continuer? Je ne sais pas. Je crois que quelqu'un au premier rang voulait poser une question. Bon, comment vous expliquez que les Européens qui étaient présents dans les années 70, 60-70, il y avait le français, l'allemand, le hollandais, est totalement disparu du panorama de l'informatique. Aujourd'hui, il ne reste plus que les Américains, des Japonais. Et voilà, donc en fait, on se demande, est-ce qu'il y a eu des choix techniques qui n'étaient pas bons, un manque de volonté politique Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment les Européens ont été, en quelque sorte, largués dans la course? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je viens de voir une statistique sur ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les nouvelles entreprises qui arrivent à une capitalisation boursière de 1 milliard ou plus. Dans les 2 dernières années, de 2015 à 2017, on trouve 37 de ces licornes, de ces start-up réussies en Amérique du Nord, 36 en Chine et 6 en Europe. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est d'abord que l'Europe occidentale est partie après les États-Unis avec des moyens moins importants. C'est aux États-Unis que le transistor et que l'industrie des semi-conducteurs a réellement été créée à partir de l'invention du transistor en 1947-1948. C'est aux États-Unis qu'ont été industrialisés en masse pour la première fois les ordinateurs, même si les Anglais
ont rapidement fait des prototypes d'ordinateurs et quelques petites séries. Très vite, tout ça, dès les années 60, a été balayé par la concurrence américaine. Et les Européens, l'industrie européenne a continué à innover, continué à fournir son marché intérieur pour un quart ou un tiers, mais le marché intérieur européen était totalement dominé par les constructeurs américains, tandis que les constructeurs européens arrivaient à peine à caser 2 ou 3 machines en Amérique du Nord. Et je laisse de côté toute l'URSS et le bloc soviétique, dont je pourrais vous parler dans une prochaine conférence, si vous voulez. C'est une autre histoire. Il y a eu des rattrapages. D'abord, à la fin des années 50, au début des années 60, la France avait une dizaine de constructeurs à capitaux français qui faisaient des ordinateurs, la plupart pour répondre à des besoins de l'État sans beaucoup de chances de rentabilité, mais il y avait de l'innovation, il y avait des compétences qui se créaient. Et on l'a vu par exemple à l'université de Toulouse, il y avait des cours, une science informatique qui se développait, et donc on formait en tout cas des utilisateurs qui ont continué à augmenter. À partir de la fin des années 60, il y a eu des plans pour développer l'informatique en Europe avec des industriels européens. C'était le plan calcul en France, il y a eu l'équivalent en Allemagne, il y a eu un équivalent en Angleterre. Ces plans calcul ont moyennement réussi. Ils ont obtenu de mauvais résultats industriels en général, ou de médiocres résultats industriels, de bons résultats techniques. Les premiers ordinateurs à circuit intégré commercialisés en Europe, c'est les ordinateurs Iris de la C2I. Le réseau Cyclade, le réseau de type ARPANET, réseau numérique Cyclade, mis en service en 1974 par l'INRIA et le plan calcul, était à peu près au même niveau que le réseau ARPANET, et les équipes françaises recevaient des ingénieurs américains en stage, qui montre une égalisation du niveau technique. Mais la force globale, la masse de manœuvre au service de l'innovation était 10 à 15 fois plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Et en plus, les pays européens étaient fragmentés, mais je ne pense pas que ce soit la principale cause. La principale cause, c'est la masse de compétences, les commandes plus ou moins importantes de l'État, qui n'étaient plus majoritaires dans les marchés de l'informatique, mais qui conservaient une fonction de pilote. Et on le voit en France dans le stade d'après, avec la création du réseau Transpac. Pendant une dizaine d'années, entre la fin des années 70 et la fin des années 80, la France a été au premier rang mondial dans le développement et l'usage massif d'un réseau numérique, le réseau Transpac avec les terminaux Minitel. Comment ? Et la commutation de paquets. Et puis tout ça est largué ensuite, on se fait distancer à partir du moment où, en 1993, l'administration américaine décide d'ouvrir l'Internet au commerce. Et donc là, à nouveau, il y a toute la force du marché américain qui s'engouffre dans les voiles du vaisseau Internet qui dépasse assez vite le vaisseau Minitel. Voilà, quelques éléments d'explication globale. Attends, écoutez, je passe. Oui, attendez, voilà. Oui, je voulais faire une remarque à propos des Américains. Aujourd'hui encore, des firmes comme Apple attirent les meilleurs talents du monde entier, un peu comme le Real de Madrid ou le PSG va faire son marché un peu partout dans le monde. Et n'hésite pas à venir chercher des mathématiciens en France ou ailleurs, en les payant bien. Et ça fait une bonne équipe, bien soudée. Tout à fait. Et pour illustrer ce que vous dites, je peux vous donner un exemple. En gros, un ingénieur sécurité informatique, donc quelque chose qui est devenu extrêmement vital pour les organisations, les entreprises, les administrations en France, est payé de l'ordre de 100 000 euros par an. S'il va aux États-Unis, il trouve des postes de responsable sécurité informatique à 700 000 $. Donc il y va. Sachant que c'est une responsabilité très lourde d'être chargé de la sécurité informatique dans une entreprise, puisque s'il y a un problème, c'est vous qui allez au tribunal après.
Après, je pense que dans un domaine en constante innovation, c'est en plus un cercle vertueux. Si vous attirez les meilleurs, c'est vous qui êtes capable d'innover, donc vous avancez, donc vous avez encore plus envie d'attirer les meilleurs, et les meilleurs ont encore plus envie de venir chez vous, parce que c'est chez vous que l'innovation se fait. Et voilà, c'est aussi l'histoire du winner takes all. Voilà, le vainqueur, c'est lui qui récupère tout. Et c'est plus difficile de faire un équilibre quand vous avez quelque chose qui avance en permanence. Si vous êtes largué, c'est encore plus difficile. On le voit dans tout ce qui est l'industrie du semi-conducteur, où vous avez des investissements énormes qui doivent être faits. Donc depuis les années 80, enfin depuis le début, à chaque fois, c'est des investissements énormes. Et donc, si vous êtes en tête, vous vendez plus, donc vous avez de l'argent, donc vous faites des investissements. Et inversement, ceux qui n'arrivent pas à vendre, ils ont moins de sous, donc ils ne peuvent pas investir, donc ils ont encore moins de raisons d'avoir du matériel de performance, donc de vendre, etc. Et on regarde, les microprocesseurs, maintenant vous avez 1, 2, 3 gros constructeurs, il y a Intel, il y a AMD, il y a ARM pour les microprocesseurs de portables, puis c'est à peu près tout. Au début des années 80, il y avait des dizaines et des dizaines de fabricants de microprocesseurs différents. Alors, ce processus a été bien modélisé par des historiens économistes, notamment Fernand Braudel, dans le modèle de l'économie monde. Ce n'est pas l'économie mondiale, mais c'est un système économique où un pays, parfois une ville, ça a été le cas de Venise au XIVe siècle, aujourd'hui c'est les États-Unis, un pays est le centre du système, bénéficie de tout ce que le système peut produire de meilleur, y compris des talents, et puis autour, il y a des cercles concentriques de périphérie, plus ou moins proches ou lointaines, qui sont plus ou moins bénéficiaires ou plus ou moins exploités par ce système centré autour d'une puissance. Madame. Oui. Si j'avais été à Lyon, moi aussi j'aurais eu peur de ces métiers à tisser là, jacquard, c'est ça? Les métiers à tisser, voilà. Mais maintenant, ici aujourd'hui, j'ai peur de la puissance de calcul qui pourrait être utilisée contre moi en tant que citoyenne, en tant que, je sais pas, j'ai un peu peur et des gouvernements et des entreprises qui pourront mieux me manipuler. Et j'ai même, c'est peut-être pas encore aujourd'hui, mais j'ai même encore peur d'ici 10 ans, 20 ans, même d'être pour ma sécurité physique. Tout ça parce que c'est ce que je ressens dans l'air du temps. Tout ça à cause de la capacité, de la puissance de calcul. Alors, je me dis, un métier à tisser, vu d'aujourd'hui, je me dis, c'est pas ça qui va changer ma vie. C'est pas ça qui va me mettre en danger. Mais moi, puisque je suis ici maintenant, j'ai peur de la puissance de cette technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas la faute de l'ordinateur. C'est pas la faute de l'ordinateur. C'est justement notre rôle, en tant que citoyen, de faire attention à ce que cette puissance de calcul soit utilisée d'une certaine manière. Elle est là. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à inventer quelque chose d'autre, etc., et quelqu'un qui aura envie d'utiliser. Donc c'est justement notre rôle en tant que citoyen de vérifier que les gouvernements utilisent cette puissance de calcul d'une certaine manière, de vérifier que des entreprises utilisent cette puissance de calcul d'une certaine manière, mais ce n'est pas la faute de l'ordinateur. L'ordinateur, il est là, il ne fait que ce qu'on lui demande. Donc voilà, si les données personnelles sont mal utilisées, c'est parce que des entreprises ont décidé de mal les utiliser. S'il y a une surveillance de masse, c'est parce qu'il y a des gouvernements qui ont dit on va utiliser l'ordinateur pour faire la surveillance de masse. Donc c'est justement notre rôle de citoyen et de façon plus générale d'association de surveiller et de faire en sorte que ça ne soit pas mal utilisé. Et il y a des associations en France, je pense il y a la Quadrature du Net, par exemple, qui sont là justement comme soutien pour essayer de faire que ça ne soit pas mal utilisé. Donc c'est des aiguillons vis-à-vis du gouvernement, ça peut être des recours en justice vis-à-vis justement de l'utilisation de certaines lois, ça peut être de la formation des citoyens, mais c'est notre rôle à nous. C'est la faute de l'ordinateur. C'est la faute de l'ordinateur, notamment en réseau. On peut voir le bon côté des choses. Les réseaux numériques, déjà à l'époque d'ARPANET, ont été rêvés comme la réalisation à l'échelle d'un pays ou du monde du rêve des hommes des Lumières et des encyclopédistes du XVIIIe siècle. Mettre le savoir le plus en pointe à la disposition du plus grand nombre. D'un autre côté,
si vous avez bien suivi l'histoire qu'on a racontée, l'ordinateur est né dans la guerre. L'ordinateur est né largement de la Deuxième Guerre mondiale et avant, à l'époque de Babbage, des besoins de la marine britannique, qui était un instrument de puissance. Et j'en suis arrivé à me demander si, dans les gènes de l'informatique, il n'y a pas le gène de la guerre, le chromosome de la lutte, de la volonté de puissance, de la domination et du contrôle social. Et quand je me dis que je me pose la question, je réponds plutôt oui. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent des citoyens, dépendent de ce qu'on fait. Mais les techniques elles-mêmes sont porteuses je parlais tout à l'heure d'agenda intellectuel, mais aussi d'agenda politique. Les machines ont des programmes qui ne sont pas juste les logiciels qui les font marcher. Et l'informatique sert toujours beaucoup à faire la guerre ou à faire du renseignement. Dans les mots artificial intelligence, le mot important, c'est intelligence, et vous savez le double sens qu'il a en anglais, espionnage. D'autre part, on est en partie dans la guerre, dans la cyberguerre. Moi, j'ai appris en travaillant sur l'histoire des radars et sur l'histoire de l'informatisation des réseaux de défense aérienne dans les années 50-60 que la guerre électronique ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de période de paix ou de période de guerre. On accentue l'intensité de la veille en période de guerre, mais les radars, ils marchent tout le temps. Depuis les années 50, les radars qui étaient braqués vers les pays de l'Est, ils n'ont jamais cessé de fonctionner, contrairement aux tanks, aux navires de guerre, etc. Et donc, il y a dans l'informatique une part de logique de guerre, de violence, de contrôle social. Voilà. Donc, à vous de faire la part entre nos deux. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là maintenant, parce qu'après, il n'y aura plus le temps pour la dédicace. Alors, peut-être une dernière question. Hein, on va essayer de faire des réponses rapides. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça Donc, écoutez, ce sera pour vous, qui aurez l'honneur donc de poser la dernière question. J'ai été surpris quand même, vous n'avez pas cité une seule fois les laboratoires Bell, Shannon, Ada. Malheureusement, il n'y avait qu'une heure et on a déjà débordé. La théorie de l'information, c'est quand même... Non, mais bien évidemment. Important. Mais tout ça est toujours contemporain. Je veux dire, Shannon, c'est 1938 quand il fait la théorie de l'information. Les laboratoires Bell, c'est les grandes années, c'est l'invention du transistor, donc c'est 1947. Tout ça est toujours contemporain. C'est toujours l'idée qu'il y a effectivement à un moment donné une convergence de techniques, de besoins, de personnes qui arrivent à l'émergence de quelque chose de complètement nouveau. Si on regarde l'électronique maintenant, enfin, l'ordinateur est associé à l'électronique. L'électronique au départ, c'est pas du tout l'informatique, c'est la radio. L'électronique, c'est 1904-1907, c'est les tubes, c'est pour la radio et la TSF. Ça n'a rien à voir avec le calcul, absolument rien. Et puis, effectivement, en 1944, il y a des ingénieurs qui se disent tiens, ce qu'on faisait avant avec des relais, on peut peut-être le faire avec des tubes. On peut peut-être faire un truc nouveau. Des gens disent ça ne marchera pas. Les tubes, c'est pas fiable, on n'y arrivera pas. D'autres disent si, on va arriver à les faire marcher. Donc il y a vraiment une convergence. Mais effectivement, Shannon, alors il n'a pas participé directement au départ à l'invention de l'informatique. Il a fait une théorie, la théorie de l'information, qui évidemment a été utilisée au moment de l'informatique. C'est une théorie qui explique aussi énormément de choses en informatique après, et on continue à l'utiliser, au niveau des communications surtout, mais il n'a pas participé directement à la construction d'un ordinateur, par exemple. Ma connaissance. Puis comme l'invention de la souris... Pardon ? L'invention de la souris, des interfaces, c'est quand même important. Alors ça, c'est pas le laboratoire Bell. La souris, c'est... Oui. Non, je ne parle pas des laboratoires Bell, mais aussi, en plus, vous n'avez pas du tout parlé de... Non, comme je vous dis... On vous a donné un aperçu... Tout ça est dans le livre, évidemment. Voilà, on vous a donné un aperçu de toutes les informations, de toutes les analyses qu'on voudrait partager, et elles sont dans le livre. Nous, on a donné juste un échantillonnage. Après, la souris est juste un bon exemple de temps long en informatique, puisque ça a été inventé en 1968, et c'était très sympa. Mais maintenant, ça serait bien que tu travailles sur un truc utile, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, il a inventé, Douglas Engelbart qui invente la souris, une présentation, c'est très joli, et puis maintenant, on va peut-être passer à autre chose. Et la souris revient avec le Macintosh en 1984, avec l'IBM PC. Donc il y a 15 ans entre l'invention pratique de la souris
et on va dire la démocratisation, l'irruption de la souris dans le micro-ordinateur personnel, où tout le monde découvre ce truc, certains même encore après, mais c'est quelque chose qui a duré extrêmement longtemps. Et il y a énormément d'exemples comme ça, quelque chose qui est inventé, et soit on dit c'est très joli, mais on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, et puis il faut attendre l'innovation, soit quelque chose qui est inventé et qui ne peut pas être industrialisé, ou parce que les techniques de fabrication ne sont pas encore suffisantes, ou tout simplement quelque chose qui est inventé, qui est utilisé par quelques personnes, et puis ça se diffuse progressivement dans des laboratoires, Internet par exemple. 69, ça arrive dans le grand public en 90, 92, 94 avec le web. C'est plus de 25 ans. Les gens disent qu'Internet a été inventé en 1991, 92, c'est pas vrai. C'est vraiment les réseaux numériques, c'est avant. Moi, j'ai envoyé mon premier email en 88. Parce que je suis arrivé dans un laboratoire où on était reliés. Voilà, c'est quelque chose qui met vraiment un temps énorme parfois à évoluer. Par contre, vous avez souligné un peu le rôle de la contre-culture américaine. D'ailleurs, la première présentation de la souris avait été filmée par Stewart Brand, la fameuse mère de toutes les démos. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est l'esprit de l'utilisation de l'Internet qui s'est retrouvé après avec le PC. Ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, tout à fait. C'est le début des présentations. Donc, juste pour tout le monde, ce qu'on appelle 1968, c'est the mother of all demos, donc la mère de toutes les démonstrations, puisque Douglas Engelbart fait la présentation devant un public, non seulement de la souris, mais de tout un système de navigation, d'écran de contrôle, comme on ferait une présentation maintenant, ce qui semblerait banal, sauf que pour la première fois, on a une présentation avec des choses qui bougent à l'écran, des curseurs, donc des souris qui servent à pointer, un clavier un petit peu spécial. C'est le début de cette présentation. Et puis c'est 68, et puis il n'y a rien. Et puis rien ne se passe derrière pendant plusieurs années. L'esprit des logiciels libres, tout ça aussi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais... En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.